Bonsoir et bienvenue au Retour du Jeudi, l'émission qui discute de cinéma. Ce soir, on vous parle de Pulp Fiction, réalisé par Quentin Tarantino en 1994. Générique. Et pour en parler avec moi ce soir, une équipe au top, une équipe de malfrats. Nous avons le singulier Sylvain, le fripon Fred et l'adroit Adrien. Bonsoir messieurs. Salut tout le monde. Salut. Vous allez bien? Eh bah ça va, écoute. Ça va, nickel. Ah bah nickel. Vous êtes chaud? On n'a jamais Mais commencé bouillant. une émission aussi tôt, je crois. Ouais, mais c'est ouais. ça. Alors voilà, vous êtes magnifiques, vous êtes Ah, beaux, vous êtes prêts très drôle. à vous lancer pour ce Faut magnifique... vraiment que je t'envoie d'autres photos. Ouais, parce que j'utilise toujours les mêmes. Avant d'avoir votre avis, on va se regarder la bande-annonce pour savoir si tout le monde Très se bien. souvient un peu du film. Faisons comme on ça. y va Très pour bien. la bande-annonce pour ceux qui ne se souviennent pas. Allons-y. Bon, allez en piste. Pourquoi tu t'intéresses tellement à la femme du patron? Il doit aller en Floride et il m'a demandé de m'en occuper pendant son absence. T'en occuper? Non, on la sortie avec nos compagnies qu'elle se sente pas seule. Tu sais, c'est ta morale et ta fidélité qui sont à l'épreuve. J'ai cru comprendre que Marcellus, mon mari, ton patron, t'a dit de me sortir des trop petits soins et de satisfaire mes moindres désirs. Alors est-ce que t'es capable de rester loyal? Le soir du combat, tu sentiras peut-être comme une piqûre d'insecte. L'amour propre, ça fait mal, mais ça sert à rien. Au 5e round, tu te couches. Faut dire que quand on joue avec le feu, on se brûle. C'est des canonciers qu'il nous faudrait dans ce genre d'histoire. Tu crois qu'on est en danger? Je suis là pour me le faire, j'irai jusqu'au bout du monde. Excuse-moi, j'ai l'impression que t'allais dire quelque chose. Dans ton garage, dans une bagnole, il paraît qu'il y aura un cadavre qui manque la tête. Tu sais ce que je déteste? Non, quoi? Les silences qui mettent mal à l'aise. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, and Bruce Willis. Tu veux ma photo? Je collectionne pas les photos de singes. A new film from Quentin Tarantino, the director of Reservoir Dogs. Pulp Fiction. Alors ça veut dire que tu raccroches? Eh oui, c'est fini. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien, parcourir le monde, c'est tout. Non, mais tu vas faire quoi, au juste? Ce que faisait Kane dans Kung Fu. On va avoir des problèmes de droit. hein. Ouais, je pense, avec la musique, ouais, ça va être problématique. Eh ben écoutez, je suis super content de faire Pulp Fiction ce soir avec vous. Merci. Une équipe exclusivement masculine ce soir. Bah oui, pour parler de Pulp Fiction. Bah oui, pour Pulp Fiction, avec quoi d'autre. Bon, on va tout de suite venir au rapport au film d'Adrien, parce que je sens excité comme une puce. Voilà. Je sens qu'il a un rapport. Je sens qu'il a un rapport avec ce Tape film. la cuisse depuis Ouais. tout à l'heure. Adrien, Oui. quel est ton rapport avec Pulp Fiction? Oh, la première fois que j'ai vu Pulp Fiction, ça va faire péter des câbles à tout le monde. La première fois que j'ai vu ce film, j'avais même pas 10 ans. Quoi?
bizarre. Ouais. Ça y est, j'ai pété un câble. Et j'avais même pas 10 ans et c'était que j'en avais déjà parlé dans une autre émission, c'était que au 31 décembre ou les 24 décembre, on allait tout le temps chez mon oncle et à la fin de la soirée, il allumait Canal ou non alors pas le dimanche. Ouah, l'histoire qui commence Non, très mais- mal. ou sinon il mettait ses vidéodisques, tu sais, l'ancêtre Ouais. des Ouais, DVD, bien sûr, machin, ouais. tout ça. Mm. Et puis là à l'époque c'était les VHS et du coup là il avait loué une VHS qui s'appelait Pulp Fiction. Ouais. Et du coup, on a commencé à regarder ça. Mais en Mais famille, il a montré ça. Ah, mais il y avait moi, ma mère, mon père, mes tantes, tout le monde. Et on a commencé à regarder ça. Et ma mère qui a commencé à péter des câbles et tout. Et en fait, moi, j'ai surkiffé ce film. parce que tu l'as regardé jusqu'au bout quand même. Ah oui, j'ai regardé jusqu'au bout. On a tout vu. Hein. Mais est-ce qu'à l'époque, t'as pas surkiffé parce que t'étais très jeune et tu t'es dit cool, j'ai regardé un film que j'aurais pas dû voir? Je sais pas. Mais Tu en vois tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il m'a marqué. Ouais, bah tu Sincèrement. m'étonnes, 10 ans. Et que du coup, j'ai dit, mais c'est super. Et puis après, quelques années après, j'ai commencé à me focaliser sur le reste de la filmographie de Tarantino. Mm. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce film, j'avais 10 ans, c'était chez mon oncle, c'était super bizarre. Parce qu'il est malaisant ce film quand même. Hein. T'as pas une petite sœur? Oui, non, mais là, non, elle dormait, elle. Ah, Parce que, elle avait 3 ans. Non, quoi. elle regardait Ouais, mais l'exorciste dans la chambre d'à côté. donc voilà un peu mon rapport au film. Mais putain, je suis tellement content que tu aies choisi ce film. Ah, mais bah, vraiment. ça me fait mais super vraiment. plaisir. Ça me fait super plaisir. Bravo. Fred? Et je m'en souviens plus. Ah, ça m'étonne pas. C'était une autre soirée. C'était une autre soirée. Toi, tu te ouais. souviens de l'exorciste? Non, mais j'étais derrière la famille d'Adrien, je voyais pas, j'étais comme ça. Mais parce que je t'ai pas dit, en fait, c'est lui mon vrai père. Ah, c'est ça. C'est lui l'oncle qui balance Pulp Fiction 31 aux enfants. Mais ouais, en fait, je sais que je l'ai vu, mais je me souviens plus si c'était au cinéma ou à la télé, j'ai pas de souvenir. Je sais qu'il m'avait marqué, ouais, bizarrement, autant je me souviens d'autres films, mais celui-là, c'est bizarre. 94 au cinéma. Mais il est vieux. Hein. Moi, je regardais Fred Le est vieux, Roi Lion. hein. hein. Oui, Ouais, non, mais c'est pas impossible que ça soit Ok. au cinéma. Hein. Ok, non mais Ouais. bien. Et voilà, donc en fait, très bon souvenir, et comme si c'était hier, parce que les scènes, elles marquent toutes. Ouais. Et ouais, c'est un film qui fait que ça marque les esprits. Et j'ai essayé de pas l'aimer, tu vois, en le regardant, je me dis, essaye de le détester, ce film. En fait, on n'y arrive pas. Ah, c'est bien ce que tu Ouais. dis. C'est beau. Pourquoi t'as essayé de pas Ben, l'aimer? Moi, parce c'est que- plutôt ça la question. Mais non, mais parce qu'en fait, tout le monde en parle, et tu te dis, à un moment donné, est-ce qu'on peut. T'as envie de pas être conventionnel. Ouais, et, t'essayes, mais en Je veux fait. être trop voilà. subversif, quoi. Donc ça reste. Oh là là. Non, mais c'est marrant d'essayer D'accord. de pas Puis aimer en fait, quelque au bout de chose. 10 minutes, t'es à fond quoi. C'est Dès le ça. générique de début, t'es à fond. Ouais. Et puis c'est le genre de film que si tu tombes dessus à la télé, en fait, tu te dirais, je vais Regarde. peut-être passer parce que j'ai déjà vu, mais en fait, mais à la fin du film, tu fais bon, bah, je l'ai vu en entier. C'est exactement ce qui s'est Voilà. passé l'autre soir. Voilà. En plus, il passait en deuxième partie de Oui, soirée. oui, J'étais oui. complètement cramé. Ouais. Et je suis tombé dessus. J'ai fait, ouais, je le connais. Oh, puis merde. Et Puis voilà. à un moment donné, c'est 2h du matin. Et t'es content ça. quand même. Et tu te les refais. Et t'es content. Voilà, donc bon rapport. Bon rapport. Ouais. Sylvain? Alors moi, je l'ai connu. Je pense que j'étais déjà après le lycée, juste après le lycée. Ouais. Donc on m'en avait parlé. J'expliquerai quand on m'en a parlé la première fois plus tard. Tu teases. Ouais, je tease de fou. Mais du coup, bah, je l'ai pas trouvé excellent. Je me suis extrêmement marré avec la scène dans la voiture avec Marvin, le pauvre, qui n'a rien demandé. Il a rien demandé. Mon personnage préféré, je crois. C'est Marvin. Aujourd'hui. Du coup. Petit ange parti trop tôt. Mais voilà, je me souviens que je m'étais bien marré. J'avais bien aimé, mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Et là, j'ai apprécié de le revoir pour cette émission, mais j'ai pas réussi à le regarder jusqu'au bout parce que je suis fatigué en ce moment. Ok. Voilà, et que je me suis endormi devant. Mais j'ai passé un bon moment. Et j'ai trouvé qu'il y a vraiment des moments trop chouettes. Je me souviens que je trouvais ça chiant avec Mila. La partie avec Uma Thurman, t'as pas apprécié? Bah, j'aimais pas. Et là, quand je l'ai revu, j'ai trouvé ça trop bien. En Ah fait, ouais. tu vois. Ah ouais. Donc voilà, mais je pense que quand je l'ai vu, j'étais peut-être trop jeune pour apprécier ça aussi. C'est souvent un peu ce que je dis des fois. alors, C'est Question, vrai. entre la première fois où tu l'as vu Ouais. jeune et maintenant pour l'émission, tu l'avais revu entre? Je crois pas. Ah bah ok. Ouais, non. Ah ouais. Ouais. carrément. Ah ouais. Non, mais Ouais. c'est fou. Mais C'est bien, effectivement, ça. il y avait une scène qui m'avait vraiment marqué, c'était la scène de Marvin. Et effectivement, je suis d'accord, il y a des scènes marquantes, notamment l'overdose, des trucs comme ça. Là, elles sont longues aussi. Donc Et elles t'as sont le temps. longues, Bah, j'aime la beaucoup. scène chez Z, surtout. Moi, ça, c'est à 10 ans, quand tu vois cette scène-là. C'est quand elle fait l'overdose, c'est ça? Non, Ah, c'est avec chez la Z. sodomie, avec la dans crampe. Ah oui, le bah alors sous-sol. ça par contre, Dans c'est le le sous-sol seul qui de m'avait Z. gêné, je crois, à l'époque. Ah bah oui. et que je- Ah bah Non, ça, j'aime bien. Non, mais ça, ma mère, elle était Et je comprends. elle était à deux doigts de me faire sortir de la pièce, quoi. Bah, Parce qu'elle je n'a pas compris tout de comprends. suite ce qui se passait. Oui. Toi, oui, par contre. Ah, moi, j'ai compris très vite ce qui se passait. C'est dommage. Bon, et toi, Mathias? Eh ben moi, un peu comme Adrien, alors un mix de vous deux en fait. C'est-à-dire que je suis tombé dessus par hasard, pareil en film de seconde partie de soirée.
à ton âge à peu près, vers le lycée. Le film Je passe. suis pas au lycée. Hein. Non, mais. Ta merde. Et du coup, le film commence. Je crois que j'avais jamais vu de Tarantino. Il y avait peut-être Jackie Brown qui avait commencé, puis j'avais pas accroché, je l'avais pas continué. Et là, il passait ce film-là. Je dis, tiens, moi, je vais regarder. Oh, mon Dieu. Tellement bien. Embarqué. Capturé. Et le film a fini. Et j'ai dit, ah putain, ça y est. Je crois que j'aime beaucoup ce réalisateur. Et ensuite, après, t'es lancé sur toute sa filmo. Bah, Et- je tiens quand même à dire, ça je l'ai pas dit, mais quand même lycée, j'avais commencé à regarder des Tarantino et je kiffais bien, tu vois. Mais, Ah, et donc c'était ouais. pas ton premier. Non, c'était pas mon premier. Mon Ok. premier, je pense que c'est Kill Bill. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ouais. Alors que moi, vraiment, J'avais c'est préféré le début, Kill ouais. Bill largement à ça. Et Ouais, c'est pas- j'avais vu des spoofs Ouais, au c'est cinéma, enfin différent. j'ai vu quelques trucs quand même. Mais... Ok, Voilà. bon, allez. Voilà. Allez, bah on avance. Alors c'est parti donc pour un petit pitch du film, Bah oui, alors tiens, bah qui est vas-y. très compliqué parce que c'est l'histoire de deux amoureux qui sont dans un petit diner, un petit coffee, et puis qui décident de braquer tout le monde en demandant à tout le monde de fermer sa gueule, sinon on les bute tous, voilà, un par un. Et va découler 3 histoires où on va suivre des malfrats, donc un duo j'ai envie de dire d'hommes de main, voilà, interprété par John Travolta et Samuel L. Samuel L. Jackson, Jackson. qui viennent récupérer la mallette de Marcellus Wallace. Ensuite, on a John Travolta qui est avec l'histoire de Uma Thurman qui sort la femme Voilà, de c'est Marcellus ça. Wallace, mais sort pas avec la femme. On a ensuite une autre histoire de Bruce Willis. ouais, De boxeur. de boxeur, ouais, de boxeur. Bruce Willis qui est boxeur et Marcellus Wallace demande de se coucher pour truquer un match et il le fait pas et bon, ça amène des complications. Ouais, plutôt, ouais. Et Pour qui, Un peu pour tout le monde. un peu pour tout le monde, ça devient compliqué, c'est Mon chaud. père des plumes. Et une autre histoire avec, du coup, où on retrouve nos compères qui, Joue de par malchance. inadvertance, Joue de malchance. jeu de malchance, Voilà, tout à fait. explose le crâne d'un jeune homme. Voilà. Sans le faire exprès, il y avait une bosse. Il y on avait sait une pas, bosse, Il y avait une bosse et du tellement coup, drôle. voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un crâne explosé dans une voiture en plein jour Voilà, donc à c'est Los un Angeles. parfait petit manuel d'ailleurs ce film pour ça. Si un Complètement. jour vous explosez un crâne dans une voiture, bah regardez ce film, vous saurez exactement quoi faire. Faut trouver- avoir le bon Des numéro, par couvertures. contre. Faut trouver Monsieur Wolf quoi. C'est ça. Un bon copain. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas tourné. Enfin, Ouais. c'est pas tourné. Le C'est pas film linéaire. n'est pas linéaire dans sa C'est chronologie. pas une narration linéaire. Voilà, et ça, je sais que ça m'avait plu à l'époque. J'avais pas beaucoup d'expérience cinématographique, j'avais pas beaucoup. ça T'avais comme- juste vu voilà. Existence, pas Existence, Memento. Memento. Non, pas justement, Même pas, je pense. Et du coup, je me dis, oh, mais trop bien l'idée de pas mettre le début au début et la fin à la fin, c'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est tellement vu, revu maintenant, que bah oui, quand bah ça oui. arrive, t'es en mode. Ouais. Ouais. Oui, bah oui. Mais parce que t'as vu vrai, Pulp hein. Fiction. C'est vrai. Parce que t'as vu Pulp Bien Fiction, sûr. t'as Bah vu oui. Memento et que ça a été très bien Non, mais fait. parce que ça a été fait plein de fois depuis. Et depuis, déjà. ça a été fait plein de fois. Je vous propose que on continue. Adrien, Oh oui. tu nous parles du Tarantiverse, s'il te Tout à plaît. fait, tout à fait. Toi qui es fan. Bon, alors Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, c'est un réalisateur. Jusqu'à présent, c'est un réalisateur qui a réalisé combien de films? 10. C'est une question Ah, que je je vous crois pose. 10. Ah, alors il y a débat. Il est à 9. Attends, Il y a débat. combien il a réalisé de films? À Ouais. réaliser. Alors en fait, Oui, normal- Il est à normal- 9 parce qu'il y a un normalement, il est à diptyque. Donc oui, il a réalisé 9 films parce que Kill Bill est un diptyque. Donc on peut dire que c'est 9 films, quoi. Enfin, lui, il le compte comme. Il le compte comme un. Ah ouais. Ouais, Bien ouais. sûr. Ah, ok. C'est pour ça, le débat est là en fait. C'est pour ça que. Alors, bah, on sait que il Quentin a la Tarantino, il y a une chose qui est assez géniale, c'est qu'il aime beaucoup connecter ses différents films. Mm. D'accord. Alors, chacune de ses œuvres est en connexion avec une autre, ce qui donne un univers connecté, inattendu et méconnu entre ces différents films, surtout que le metteur en scène a toujours avancé qu'il y avait 2 univers différents au sein de ses films. Un univers dit réel et un univers plus cinématographique. Je vais vous faire un peu une liste dans cette première partie déjà de quelques films et quelques easter eggs, les autres packs, comme on Je dit, suis excité comme qu'il a fait dans plusieurs de ses films. Donc c'est le Tarantiverse. toi. Oh, putain. Alors, mais plutôt que de se perdre dans de longues explications, on va laisser parler le maître lui-même, parce que dans une interview, il dit, je cite, « Il existe en réalité 2 univers qui sont séparés. Il y a l'univers réel et l'univers cinématographique. Le premier est celui dans lequel les personnages de la vraie vie évoluent. Le second est un univers spécial composé de films comme Kill Bill ou Une nuit en enfer. Ainsi, quand les personnages de Reservoir Dogs ou de Pulp Fiction vont au cinéma, ils vont voir Kill Bill ou Une nuit en enfer. Ok. C'est ça. Partons de ce postulat. Trop bien. Trop bien. Et c'est parti.
Reservoir Dogs, c'est le premier film officiel de Quentin Tarantino, le premier long métrage de Quentin Tarantino, réalisé en 1992. Et ce film regorge d'anecdotes et d'easter eggs, mais ce qui est marrant, c'est qu'il regorge d'anecdotes et d'easter eggs après, si on connaît le reste de sa filmographie. Et c'est ça qui est génial. Okay. Donc du coup, déjà, et c'est sans doute un clin d'œil le plus célèbre de toute sa filmographie, Vic Vega. Donc c'est Monsieur Yellow, donc Monsieur Jaune, le personnage incarné par Michael Madsen. Trop bien. Ouais. Dans le Reservoir Dogs, donc le psychopathe qui découpe l'oreille du policier qui n'a rien demandé. Et ben en fait, c'est le frère de Vincent Vega. Parce qu'il s'appelle Vic Vega dans Reservoir Dogs. C'est trop bien. Et c'est le frère de Vincent Vega. C'est trop bien. Le personnage campé par John Travolta dans Pulp Fiction. J'en ai des frissons déjà. alors, il faut savoir je pense qu'on s'arrête là parce que là, ils sont déjà pas bien. il faut voir un truc aussi, c'est qu'une connexion entre les deux personnages, elle est quand même très célèbre. Et les fans ont même pendant longtemps réclamé un film entièrement dédié aux deux frères, un spin-off. Tarantino avait dit qu'il allait peut-être le faire. Il l'a jamais fait. Il le fera jamais. Donc parce que moi, du coup, t'as l'explication. Vas-y, je t'en prie. Parce que les acteurs sont trop vieux maintenant et du coup, il veut pas le faire. Et il peut pas le faire. Voilà. Il n'était pas contre. C'est ça qui est intéressant. Alors, Reservoir Dogs et Pulp Fiction, donc le film de ce soir, ils entretiennent d'autres connexions que celle-ci. Par exemple, saviez-vous que le personnage de Mr. White, incarné par Harvey Keitel dans Reservoir Dogs, il porte le nom de Larry Dimmick. Son vrai nom de Mr. White dans Reservoir Dogs, c'est Larry Dimmick. Ça vous dit rien ? Si, ça me parle. Dans Pulp Fiction, le personnage interprété par Quentin Tarantino himself s'appelle Jimmy Dimmick. Ah, putain. C'est donc le fils de Larry Dimmick. Tadam ! Mais tout ça, c'est confirmé. Hein. Ça, c'est confirmé ce que je te dis. Hein. Putain, et je savais même pas, je suis trop content d'apprendre ça. Ça, j'adore. Ouais, mais... Oui. Alors, non, mais je voulais juste dire que... et ce qui est très drôle aussi, c'est que du coup, Jimmy Dimmick, qui vient chez lui, Mr. Wolf, interprété par Harvey Keitel, qui lui-même jouait Larry Dimmick. Là, déjà, on est... Waouh ! Ok ? Alors, enfin, est-ce que vous vous rappelez dans Reservoir Dogs de Mr. Pink, qui est joué par l'extraordinaire Steve Buscemi. J'adore cet acteur d'amour, mais vraiment. Et à la fin de Reservoir Dogs, il part avant la fusillade finale. Oui. Et du coup, la question, c'est mais est-ce qu'il a survécu à la police, ce Mr. Pink ? Oui, il est dans Big Fish après. Et attends, tu ne comprends pas si bien dire. Les plus observateurs ont remarqué que le comédien fait une courte apparition dans Pulp Fiction sous les traits du serveur déguisé en Buddy Holly. Dans la scène du dîner entre Mia et Vincent. Vrai que je vais être très honnête, je l'avais pas reconnu. Bah et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et ben du coup, la preuve que Mr. Pink a survécu aux flics parce qu'il est là et il est caché. Et du coup, on est sûr que Pulp Fiction, ça se passe après. Mais bien entendu. Et du coup, en fait, justement, ça se passe dans le même univers. Oui, mais est-ce que c'est après ? Ah bah, c'est après. Bah oui. Ça se passe après. ça se passe après. Ok, c'est incroyable. Parce qu'après, ça se passe quand ? Après. parce qu'il y a plein d'autres trucs. Par exemple, le fait que Vincent Vega soit parti à Amsterdam pendant 3 ans. Et ben en fait, dans une première version du scénario de Pulp Fiction, il était parti. Il y avait un dialogue qui disait qu'il était parti après la mort de son frère. Ah putain. Donc. Voilà, pardon. Si on arrêtait là, on va arrêter l'émission, c'est bon. Pour moi, c'est bon, là, c'est fini, mais il en a encore plein. Donc il y a une connexion avec un autre film. Il y a 30 ans de film. Avec un autre film qui s'appelle True Romance. Alors, c'est un film qui n'est pas réalisé par Quentin Tarantino, qui est réalisé par Tony Scott. Je vous conseille ce film, c'est une tuerie dans tous les sens du terme. Mais le scénario. Il est écrit par Quentin Tarantino. Voilà. C'est un film extraordinaire. Hein. Vraiment, regardez ce film. L'un des protagonistes, donc dans Reservoir Dogs, il parle d'une call girl qui s'appelle Alabama et ils avaient fait des coups ensemble. Et ben c'est l'Alabama de True Romance, joué donc du coup par Patricia Arquette. Et du coup, c'est vraiment confirmé aussi que c'est cette Alabama là dont il parle parce qu'elle a déjà fait des coups un peu foireux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle survit aussi bien à l'attaque du mafieux dans True Romance. Vous avez vu ce film True Romance ? Oui, mais il y a très longtemps. J'ai vu le générique de début où il y a marqué scénario Quentin Tarantino. Voilà. Moi j'en suis là. Je me suis endormi. Bien sûr. Alors, autre connexion. Dans Reservoir Dogs, je suis toujours dans Reservoir Dogs, là, hein, avec Inglourious Basterds. Non, je suis plus dans Reservoir Dogs, pardon, je suis dans True Romance. Dans True Romance, il y a une connexion avec Inglourious Basterds. Est-ce que vous vous rappelez que dans True Romance, il y a un certain Brad Pitt qui joue ? Oui. Il joue Floyd, un adolescent défoncé à la weed du matin au soir. C'est incarné par Brad Pitt. Et ben en fait, quand tu regardes le générique, Floyd, il s'appelle Floyd Rain.
Et c'est le nom du soldat joué par... Brad Pitt dans Brad Inglourious Pitt, Basterds, c'est le petit-fils d'Aldo Raine. Ou alors est-ce qu'ils vont voir Inglourious Basterds au cinéma dans leur univers? Alors non, parce que c'est la question. En fait, True Romance, c'est un petit peu aussi... on ne sait pas trop où il se situe, mais moi je pense que True Romance il se situe plutôt dans le monde réel. On verra après pourquoi. Donc déjà voilà, truc de malade. Déjà, rien que le premier film, il y a déjà un million de connexions. Et on va finir la première partie avec le film de ce soir pour l'instant, Pulp Fiction. Donc ça c'est la première partie. Donc Pulp Fiction. Lorsque Mia et Vincent ils dînent ensemble, la jeune femme qui souhaite devenir actrice évoque un casting qu'elle a récemment passé. Elle raconte que le récit était centré sur des femmes agents secrets appelées Fox Force 5. Ah oui, et elle précise qu'il y avait une blonde, une japonaise spécialiste dans le kung-fu, une fille noire experte en explosifs, une française très accro au sexe, et qu'elle-même, Mia, devait jouer la femme la plus dangereuse du monde avec un couteau. Ça, j'avais la ref. Voilà. Donc c'est le pitch de Kill Bill. Voilà, un film dans lequel Uma Thurman a obtenu le rôle principal. Plus méta que ça, tu meurs. C'est vrai. Donc, en plus, elle l'a coécrit avec... Et voilà, parce que dans Kill Bill, dans le générique, c'est marqué The Bride, c'est un personnage créé par Q and You, Quentin et Uma. Donc ils ont créé le personnage ensemble à ce moment-là. Trop bien. Fin de la première partie. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Non mais je suis... Encore plus de révélations de bâtards dans la deuxième partie. Il y a une deuxième partie. Heureusement que vous l'avez fait en 2 parties. Alors, ça ferait trop d'un coup, tu vois. Tu sais que c'est trop marrant parce qu'on est clairement en concurrence avec un autre podcast qui s'appelle TFTC. D'accord. Qui a fait Pulp Fiction là, il y a quelques semaines. Ah bah tiens. Voilà. Non mais il nous copie parce que nous on l'avait annoncé. Nous ça fait quelques mois. Une grosse bise. Ça fait 4 ans qu'on a dit. Il pas nos amis de voilà. Je pense qu'on est au même niveau qu'eux. Et on est si bas que ça. À la fin de l'émission, il vient justement sur les anecdotes croustillantes et il commençait à balancer des trucs comme ça. J'ai coupé en me disant ça, c'est pour Adrien. Merci beaucoup. Et je suis tellement content. J'espère que le public a coupé aussi. Mais oui, bien sûr, les gens nous écoutent, nous. Tu le racontes bien en plus, c'est ça qui est beau. Mais oui, non, mais et vivement la partie 2. On entend la partie 2, je vous propose qu'on fasse un petit peu fonctionner nos oreilles. Sylvain. Eh oui, et moi je vais vous parler de Tarantino et la musique, parce que Tarantino est un grand mélomane. Je vais commencer par une petite anecdote. En 2007, alors fringant lycéen, j'errais sans but dans la cour du lycée Vaugelas quand tout à coup, une musique se fit entendre. Tout le monde l'a reconnu instantanément et je m'empressais de dire « C'est Taxi 2 !» Un camarade, Malik... Ta gueule. Un camarade, Malik, se tourna alors vers moi et me répondit avec un certain dédain « Non, c'est Pulp Fiction !» Voilà. Je disais alors qu'elle était aussi dans Taxi 2 et il s'énerva en me disant que non, c'était Pulp Fiction, point barre. Vu qu'il avait l'air si sûr de lui et qu'il faisait aussi une tête et demie de plus que moi et que je connaissais pas Pulp Fiction, parce que je vous ai dit je l'ai connu plus tard, je lui laissais avoir raison. Il avait tort. Et voilà. Et moi aussi. Donc Tarantino et la musique. Et oui, parce que si vous ne le saviez pas, les films de Quentin Tarantino ne comportent que très rarement de la musique originale. Et par là, j'entends de la musique créée exclusivement pour le film. Tarantino est un cinéphile insatiable, mais également un grand fan de musique. Ainsi, les musiques de ses longs métrages sont essentiellement des musiques qu'il aime et qu'il a en tête lors de l'écriture de ses films. La majorité des morceaux qu'il utilise sont ainsi tirés de son immense collection de vinyles. Il va même jusqu'à utiliser ses propres vinyles pour les intégrer à ses films et en capter la moindre petite imperfection. Je ne sais pas si vous saviez ça. Ouais. Les vinyles, la musique que tu entends, c'est ces vinyles de sa collection perso. Cracouille un peu. C'est ça. Alors, si la musique des films de Tarantino est très variée, on notera qu'elle est rarement très actuelle. Quentin a une passion pour les choses du passé et une certaine érudition cinématographique et musicale. Il aime faire référence à des éléments de la pop culture qu'il connaît, qu'il a déjà vus, que seul lui a en tête ou qui lui évoque une émotion. Si ça a marché sur lui, autant le partager avec le plus grand nombre. Cette nostalgie se retrouve notamment au tout début de certains de ses films, avec notamment cette musique et ce logo.
Mais je sais pas d'où c'est référencé. Eh ben, c'est une musique t'expliquer. C'est une musique en référence au film Grindhouse, donc qui était projeté dans les cinémas de quartier ou les cinémas plein air. Voilà, en France on dirait plutôt les cinémas de quartier parce que c'était plutôt ça pour chez nous. Voilà, quand il était jeune, donc c'est une référence à ça, tout simplement. J'ai pas cherché, enfin j'ai cherché quand même, mais j'ai pas trouvé plus. Enfin, je crois que ça, il l'a créé vraiment ce logo. C'est pas lui, c'est pas un truc qui existait vraiment. Oui, alors. J'ai pas réussi à trouver de. Ça connecte avec ce que je disais moi tout à l'heure. Ouais. C'est ce qui se passe sur les films que les gens vont voir au cinéma dans son... Voilà. C'est-à-dire que tous ces films qui commencent avec ça... Eh ben, c'est un film dans l'univers... Dans l'univers cinématographique, donc ça veut dire que c'est des films que ceux de l'univers réel peuvent aller voir au cinéma. C'est comme ça que tu les identifies dans l'univers Tarantino. C'est le côté nostalgique d'utiliser des vieilles musiques, tout ça. On le voit aussi dans l'utilisation de musique de vieux films, notamment de westerns, comme dans Inglourious Basterds, où il utilise la musique du film Colorado, sorti en 66 et composé par Ennio Morricone. Tu me le dis en italien ? Ennio Morricone. Merci. Trop bien. Non, mais... voilà. Mais en même temps, donc c'est une musique qu'il connaissait déjà, qui date de 66. Tu imagines dans sa tête qu'ils disent purée, là on pourrait mettre cette musique, ce serait trop bien. Tu vois. C'est trop classe. C'est comme ça qu'il dans sa tête. C'est une bible. Donc cette particularité, donc avoir une chanson en tête lorsqu'on écrit un scénario, permet à Tarantino de se faire plaisir lors de son montage et d'utiliser parfois des thèmes en total décalage avec ce qui est montré à l'écran. Je pense notamment à l'utilisation de morceaux parfois totalement anachroniques. Cela amène des séquences remarquables, comme par exemple ce moment de rap dans Django Unchained, je ne sais pas si vous vous souvenez. Complètement. Et alors je ne l'avais pas, du coup je vous mets plutôt du David Bowie en pleine occupation nazie en 39-45. Alors, la grande connaissance musicale de Tarantino ne s'arrête évidemment pas à la musique américaine, et il nous permet parfois de nous apporter de la musique italienne, sud-américaine, espagnole ou même japonaise. Dans ces moments-là, il partage aussi sa passion et ses trouvailles avec son public. Petit exemple avec cette musique du générique de fin de Kill Bill, volume 1. 花よきれいとおだてられ咲いてみせればすぐ散らされるバカな女の恨み節 Voilà. Là, j'aime bien. Je veux dire. Je kiffe. Alors, moi, je sais que la musique de Kill Bill, vraiment, ça a bercé pas mal mon adolescence. J'adore la musique de Kill Bill. La BO de Kill Bill, c'est une Je des sais meilleures de tous les temps. qu'il y a un moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une animation japonaise, vous vous souvenez forcément. Ouais. Et il y a un moment, il arrive à rendre beau une scène qui est horrible quand la petite fille elle se prend du sang dans la figure et toute sa mère qui vient de mourir et la musique est super belle. J'ai failli vous la mettre mais bon je ne veux pas mettre que... Voilà. Évidemment le montage de Tarantino utilise ces multiples musiques pour se caler lors du montage, permettant des petits clips shows basés sur le rythme de ces dernières. Je vous en montre une, c'est pas la meilleure mais je vous montre ça quand même, ça vous restera en tête comme ça. Je trouve ça trop bien. Voilà, j'adore. Pourquoi on n'a pas fait Kill Bill? Ça fait écho à la scène dans Pulp Fiction de Vincent qui se... Ouais, bah oui, bien sûr. C'est exactement non, mais bien sûr, c'est les mêmes plans. C'est les mêmes plans, c'est tout pareil. Voilà. Donc, carrément. Alors, les personnages de Tarantino sont évidemment sensibles aussi à la musique du monde qui les entoure. Et de nombreux films ont d'ailleurs leur petite séquence de danse. Donc seul ou à plusieurs. Et je pense évidemment à Reservoir Dogs avec la fameuse mutilation à l'oreille
de... Comment il s'appelle déjà? Michael Madsen. Michael Madsen, merci. C'est de Vic Vega. Vic Vega, c'est ça que je Le cherchais. frère de Vincent Vega. Voilà. La danse entre Mia et Vince dans Pulp Fiction, qui est iconique, évidemment. La séquence de lap dance, interprétée par Vanessa Ferlito dans Boulevard de la Mort. Je ne peux pas faire autrement que vous la montrer. Ah, c'est dans la version... Ouais. On s'arrête là, mais voilà. La suite chez vous. On peut en penser aussi. T'allais dire un truc, vas-y. Ouais, juste par rapport à cette scène-là, il y a une petite anecdote, c'est que dans la version Grindhouse, cette scène est coupée. Et c'est le fameux truc où il met toujours réel manquant, donc real missing. Dans la version Grindhouse, la lap dance complète de Vanessa Ferlito n'y est pas. Il faut la version cinéma classique, à part la version en fait, comment on dit, unique de Boulevard de la Mort, pour avoir cette scène. Parce que moi je l'ai vu au ciné, je crois qu'elle y était. Non, mais pas dans la version Grindhouse, c'est sûr qu'elle Alors est pas je dans sais la pas, version je sais Grindhouse. plus. Dans la version Grindhouse de 3 heures, en fait, elle y est pas. Et donc moi, j'ai la chance d'avoir les deux versions. J'ai la version unique et la version Grindhouse. Et en effet, tu vois qu'il n'y a pas cette séquence. Alors ce film, j'aimerais beaucoup le revoir. Et c'est quand même dommage. J'ai les deux versions. Je prendrai la version 2. Elle est en DVD par contre, la version 2. Ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu l'acheter parce que j'aime bien acheter régulièrement. Et les films se trouvent très chers aujourd'hui et c'est super chiant. Et ce film, je l'ai vu qu'une fois au cinéma. Et c'était en version Grindhouse. Ah non, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu le jour où j'ai eu mon bac aussi. Si tu vois, je vous dis quoi. On en parlait tout à l'heure, les films de Tarantino aujourd'hui, c'est devenu une valeur. Jackie Brown est introuvable à moins de 80 balles. Ouais, mais c'est super chiant, mais ils font chier avec ça. Bref. J'ai dit beaucoup de gros mots, mais c'est pas grave. C'est vrai, ils font chier. Alors, on pense aussi du coup dans les gens qui dansent à Margot Robbie qui danse à la fête réunissant Polanski, Sharon Tate et plein d'autres à une fête dans Once Upon a Time in Hollywood. Et puis évidemment encore, on pense à Mia dans Pulp Fiction, toute seule. Et là, ce moment. Ça trop bien. Carrément. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais que Fred, ça lui a créé un kink, du coup, Mia Wallace de Pulp Fiction. Alors tout à fait. Alors que moi, pas du tout. Mais, mais juste cette séquence-là, je trouve bien. Non, mais la séquence est super. Ouais. Mais... Non, c'est marrant. Alors, pourquoi est-ce que Tarantino ne s'est jamais donné les moyens d'avoir une musique originale pour ses longs métrages? J'ai fait une faute. On s'en fout, mais je l'ai fait. Eh bien, parce que un jour, il a déclaré si quelqu'un compose un jour une musique originale pour un de mes films, ce sera Ennio Morricone. Merci. Oui, le cinéaste voue effectivement un culte au compositeur, mais c'est pas vraiment réciproque. Voici l'avis d'Ennio Morricone sur le réalisateur, tiré d'une interview pour Playboy. Alors c'est marrant, il a 90 ans, il fait des interviews pour Playboy en 2019. Cet homme est un crétin. Je le ferai bien avec l'accent italien. Il ne fait que voler des idées des autres pour les assembler. Il n'y a rien d'original à ça. Ça ne fait pas de lui un réalisateur. Voilà. Questo non fa un regista. Voilà, c'est ça. Je te fais la version. Merci, c'est gentil. Ah ouais, donc ça sera pas bon. Tarantino réalise quand même son rêve avec Les 8 salopards en 2016 quand Ennio Morricone. Accepte de composer pour le réalisateur. Quentin l'avait déjà approché pour les Inglourious Basterds et pour Django, mais c'est le pitch des 8 salopards qui l'a finalement convaincu. Résultat, un Oscar de la meilleure musique. Pour le premier Oscar d'Ennio Morricone. Sur 500 films. C'est son premier. Et 70 ans de carrière. Il a fait plus de 500 films, 70 ans de carrière, il a eu un Oscar. Mais non. Et c'est celui de Tarantino. Et je crois que la musique n'était pas vraiment écrite pour lui en plus, mais j'ai pas retrouvé l'info. Mais bref. C'est un complot. Ah oui, je suis d'accord que c'est inadmissible. Alors je vous conseille juste le magnifique documentaire Ennio Morricone sur Ennio Morricone qui s'appelle Ennio. Il peut être trouvable sur les plateformes. Au pire, si vous voulez, moi je l'ai en Blu-ray. C'est un 5 la version. Vous entendez, ceux qui écoutent l'émission podcast ou qui regardent l'émission, allez chez Adrien. C'est mon épouse adorée qui me l'a offert. C'est un documentaire extraordinaire. Il y a cette fameuse interview sur Quentin Tarantino. C'est vrai. Et du coup, ça explique l'œuvre
assez impressionnante Ouais, d'Ennio Morricone. Ok. Impressionnant. ouais. Qui est vraiment incroyable. Enfin, bon, Le plus grand, Mais peut-être un des qu'il- plus ouais, grands je suis- compositeurs de je suis musique. sidéré Peut-être qu'il avait qu'il fait ait exprès cassé de faire une fausse interview pour Je pouvoir se faire ce film. Et lui, il avait C'est pas- pensé déjà faire ce c'est film pas du déjà tout le genre à 20 pas- ans avant. C'est pas du tout genre à pas dire Non, ce qu'il pense, lui. Ouais, puis Non, mais c'était genre le c'est 3 métaverse, ans après tu les vois. 8 salopards qui dit ça. En plus. C'est- C'est louche. Alors, on va enfin revenir à mon premier point parce que ma chronique est trop longue. Donc, pour revenir à mon point du début, et la musique de Pulp Fiction, hein, je mets des guillemets, un Malik, que Malik était fier de me citer dans la cour du lycée. Donc, c'est évidemment pas la musique de Pulp Fiction, désolé Malik. Cette musique, c'est Miss Irlou de Dick Dale qui lance le film de Pulp Fiction. Donc, c'est de celle-là dont je parlais, je ne l'ai pas mise parce qu'on la connaît tous. Voilà. Tu peux nous la faire à la guitare. Merci. Elle est elle-même une reprise d'une chanson d'amour populaire folklorique d'origine grecque orientale, Est-ce que tu l'as, celle-là? Je suis enregistrée pour la première fois en 1927 à Athènes par Michalis Patrinos. Tu ne sais pas faire l'accent grec. Michalis Patrilos. Je sais pas ça. Tarantino a choisi cette musique pour son film parce qu'il a appris que c'était la musique la plus rapide jouée à la guitare à l'époque, et aussi parce que, je cite, la surf music semble juste comme de la musique rock'n'roll d'Ennio Morricone. C'est la musique rock western spaghetti, c'est à quoi elle ressemble. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et voilà. Je vous fais quand même écouter la version originale pour le fun. Ah bah quand même. Ah. Miss Irlou. Savoir si on peut danser dessus en soirée. Charmeuse de serpente. C'est génial là, parce que je l'ai mis en entier. Moi, j'aime. Ah non, mais c'est Alors, génial. Moi, Ouais, j'ai- ce sera moi, pour plus j'aime- tard. Moi, Non, je- c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup, mais ça, c'est la musique la plus rapide jouée à la guitare. Non, Non, mais la C'est version de Dick Dale. C'est Ah, la d'accord. version de Pulp Fiction. La version de Pulp Fiction. Ah oui, la version, d'accord. Ok, excuse-moi. parce que Non, non, j'étais, non, il- Waouh, le monde était lent avant. Il n'y avait pas encore la couleur. Ils étaient pas en 60 FPS. Mais oui, putain. Voilà, bon, petit mot pour finir quand même ma chronique. Malik, Chez. Bravo. Eh ben, Malik. Ah, Malik, Malik. oui, ok. Ah, après, chacun son Oui, tour. chacun son Adrien. tour, Parce qu'Adrien, il a envie de parler tout le temps. Ah je oui, le vois, c'est là, pour il ça, range je- Ah, il est son tout livre. excité depuis tout à Je l'heure. me tais, suivant. Il a le mollet Eh qui bat ben, fort. suivant. Chaque fois que j'entends cette musique, ça me fait des... Fou. Ah ouais, non, mais c'est dingue, hein, cette musique. Hein. Elle donne envie de faire des incroyable. choses. Hein. Eh ben ça tombe bien, éloignez vos enfants et les âmes sensibles car nous allons parler maintenant de violence à l'écran, non sans une petite réflexion sur le sujet, d'où le titre de la chronique. La violence au cinéma et un peu chez Tarantino notamment, entre catharsis et jouissance. Comment Damien ? Non, pas de café, merci. Alors sachez que pour préparer cette chronique, j'ai dû, déjà me créer un ami imaginaire en la personne assez agaçante de Damien, mais aussi lu des articles scientifiques et des mémoires sur le sujet. Et ça va pas du tout se sentir parce que j'ai pas le temps. Voilà. Donc hashtag ma vie est triste parce que j'ai lu un mémoire de 90 pages pour ça. C'était passionnant. Alors on va commencer par définir les termes. Saviez-vous que le mot émotion est un mot récent qui n'apparaît qu'au courant du 15e siècle? C'est un mot français, hein, même si on l'écrit et le prononce en anglais, en allemand. Voilà, Emotion. Voilà, donc coin. Et qui puise sa racine dans le latin emovere, qui signifie se mettre en mouvement. Hein, bon, ça signifie aussi ébranler, mais comme on était déjà 4 mecs autour de la table, je me suis dit qu'on allait se perdre là-dedans. Alors, ça n'a aucun rapport avec la violence, mais j'étais hyper content d'apprendre que le mot était en français, et je vous rappelle que j'ai lu des trucs scientifiques pour cette chronique. Alors, la violence, qu'est-ce que c'est? Pour l'étymologie, ça vient du latin vis, qui signifie force en action ou force exercée contre quelqu'un. Selon Larousse, c'est l'ensemble des actes caractérisés par des abus de la force physique, d'utilisation d'armes, des relations d'une extrême agressivité, et j'ai envie d'ajouter que la violence au cinéma, en général, c'est les images qui choquent le spectateur. Alors la violence, au cinéma, elle apparaît dans plusieurs genres. Hein. Les films d'action, les films de combat, les films de guerre. On a Apocalypse Now, Le Labyrinthe de Pan, où d'ailleurs, c'est pas le combat qui est le plus violent. On a les films qui pensent la violence, comme Orange Mécanique, Funny Game, All Boy. D'ailleurs, on a fait All Boy dans une ancienne émission. Oui, ça y est, tout à j'ai fait. réussi à placer une ancienne émission.
Hip, hip, hip. Les films de violence psychologique, Black Swan, Whiplash, dont on parlera peut-être cette année. On va parler, oui. Les films de violence sociétale, comme La haine de Kassovitz, Elephant de Gus Van Sant et Parasite de Bong Joon-ho. Encore et encore. Hein. Comment, Damien? Non, toujours pas de café. Et les films où il y a du pas de café aussi, c'est assez violent, je suis d'accord. Alors la violence peut donc être multiple, physique, institutionnelle, morale, j'en passe, et des pas mieux. La violence au cinéma, depuis quand? C'est une question. Alors, pas évident de trouver une origine stricte à la première scène de violence au cinéma. N'hésitez pas à mettre la vôtre dans les commentaires. Et puis définissez violence, j'imagine. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, les baffes de Charlie Chaplin distribuées dans ses films sont-elles violentes? Et voilà. Bah on non. demandait à la personne à qui il les baffes. Bah non, parce que ça n'avait pas vocation à choquer, c'était pour faire rigoler à On lui a l'époque. demandé, mais c'était muet du coup. Bah ouais, il répondait pas. Alors, par contre, en cinéma muet, et en 1929, ça, c'était violent. Le chien andalou de Buñuel et Dali. Ah oui, putain. Là, ça rigole pas, et je vous mets au défi de regarder cette scène sans détourner le regard au premier visionnage. Tu l'as pas vu, Fred? Je vois ce que c'est. Tu regarderas. Si. Ça dure. Alors, il est disponible sur YouTube. Hein, ça dure une vingtaine de minutes. Voilà. Donc, regardez et vomissez. Ouais. Donc, si au début du cinéma, la violence était suggérée, hein, on peut penser, moi, à cette séquence de M le maudit de Fritz Lang. Où, alors, une petite description rapide, on a cette jeune fille là qui joue au ballon et qui va lancer son ballon sur un panneau où on apprend qu'il y a un tueur qui rôde dans les parages, et avec ce ballon qui rebondit, on a l'ombre qui arrive, le tueur qui interpelle la petite fille et qui commence à la complimenter et lui propose de faire un petit tour. On a ensuite cette séquence où on a la mère qui regarde l'horloge, j'ai fait des découpes pour gagner du temps, et on voit qu'elle commence à s'inquiéter. Là on se dit, ah mon Dieu, la petite fille est avec le tueur, mais trop bien, il y a un vendeur de ballons. Sauf que le vendeur de ballons est aveugle. On commence à se dire que tout est fini pour la petite fille, elle part avec le tueur et un ballon dans les mains, tandis qu'on revient à la mère qui s'inquiète de plus en plus, qui commence à signifier qu'elle a des maux de ventre, d'angoisse, et qui va interroger l'horloge lentement, regarder par la fenêtre, voir si sa petite fille ne rentre pas. Inquiète, on commence à sentir une tension, à se sentir de plus en plus mal pour ce film. Je suis pas bien parce que j'ai des enfants moi-même et c'est très désagréable de regarder ça à ce moment-là. Et on a ce plan sur cet escalier vide qui est somptueux. Parce que, et cette chaise vide, ça me fout des frissons. De l'émotion que ça fait ressentir de cette chaise vide et de cet escalier absent, et ce ballon qui roule ensuite, qui nous signifie que la petite fille n'est plus avec le ballon, et que le ballon qu'elle a acheté avec le tueur est en train de voler dans les airs sur une ligne électrique. Voilà, c'est du chaud tel. Incroyable, c'est merveilleux. C'est Fritz Lang. C'est une leçon de cinéma. Et là, on est seulement sur du hors-champ. Et c'est un effet coulé-chauffe. Et c'est un effet coulé-chauffe total. Tout à fait. Coulé-chauffe, hors-champ et chaud tel. De toute façon, on ne pouvait pas dire à l'époque. On ne pouvait pas dire. De toute façon, on ne pouvait pas dire, mais c'était... chaud magnifique. Non mais c'est ça, raconter quand même le show don't tell, c'est du coup raconter une histoire juste avec des images, et c'est ce qu'ils étaient obligés de faire à l'époque parce et faire des images signifiantes. Et devenir, enfin. Ouais, c'est bon, on pourrait partir des heures. On va avancer. Alors ensuite, on arrive à une époque où il y a les snuff movies, ou les snuff films qui arrivent. Alors c'est un terme qui désigne une vidéo ou un long métrage mettant en scène de la torture, le meurtre, le suicide ou le viol d'une ou plusieurs personnes. Et ce qui était... Ou les trois à la fois. Et ce qui était intéressant, je mets les gros guillemets pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est que on disait que les personnes qui étaient dans ce film n'étaient pas des acteurs et qu'ils subissaient vraiment les actes dont ils étaient les victimes. Wouh! C'est la bonne ambiance. Belle ambiance, ouais. Alors ça a inspiré notamment en effet le film Le Voyeur de Michael Powell en 1960 qui raconte l'histoire d'un homme qui assassine des jeunes femmes tout en les filmant avec sa caméra portable. Et ensuite, on a Snuff. Initialement appelé Slaughter, qui vient de l'espagnol El Ángel de la Muerte, qui est un film d'horreur argentin américano-canadien, à l'époque où l'Amérique et le Canada travaillaient encore ensemble, réalisé en 1976 par Michael et Roberta Findlay, qui dépeint les exactions d'un culte d'adeptes de Charles Manson et qui termine par le meurtre d'une femme enceinte. Génial. Tiens. Son succès tient à la rumeur volontaire que le film était filmé de manière bien réelle.
Bonne ambiance. Bonne Et non, ambiance. Damien, je ne veux toujours pas de café. Alors, je vous vois venir parce que là, vous êtes là face à moi, parce que je vous vois. Ah oui, la violence, c'est pas bien. Même qu'on devrait pas montrer la violence au cinéma, Oh là parce là. que ça fait des tueurs en série qui font que jouer à Call of Duty en attendant de perpétrer, peu importe, des vraies tueries de masse. Inadmissible. Inadmissible. Alors, Que fait la police sachez qu'à la question, est-ce que le visionnage de scènes de violence mène à la violence, la réponse est Non. on ne sait pas. Il n'y a Merde. pas de vraie étude qui. Alors, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Déjà en 1966, parce que j'ai aussi lu un article de André Glucksmann de 1966, il y avait déjà plus de 2500 ouvrages qui étudiaient la question et qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Comme aujourd'hui avec les jeux vidéo. C'est la même chose. C'est pareil. Rien n'a été tranché. Et ça ne s'est pas arrangé avec le temps. D'où le titre de ma chronique, brillamment trouvé, Lâche-moi putain Damien avec ton café, la violence au cinéma entre jouissance et catharsis. Alors la catharsis, qu'est-ce que c'est ? C'est à Platon qu'on doit l'utilisation de ce terme pour son application médicale à travers ce qu'on appelle la médecine de l'âme. Pour résumer grossièrement, je vois une image, ou je l'imagine, et ça me permet de l'évacuer, laisser la place à des images plus vertueuses. Et c'est important de ne pas tout vivre et de tester dans son moi intérieur ce qui peut être toléré ou pas. Si Requiem for a Dream existe, c'est pour éviter de se jeter à corps perdu dans les drogues. Si David Fincher réalise Fight Club, c'est pour qu'on n'ait pas à se foutre sur la gueule en sortant du bureau avec Damien. Je dis pas de café, parce qu'au final, il est peut-être sympa, Damien. Et si Guillermo del Toro réalise Les Chines du Diable, c'est pour qu'on n'ait pas emmerdé les enfants dans les écoles des Pyrénées-Atlantiques. Ça, c'était le côté pacifiste de voir la chose, tu vois. C'est tellement daté ta chronique. Là, c'est la version sereine d'aborder les pulsions intérieures. Mais, on peut aussi jouir de la violence observée. Notamment lorsqu'elle permet une justice qui fait appel à nos plus bas instincts. Et ça, Tarantino, il le dit lui-même. L'ultra-violence, c'est cathartique, mais c'est drôle aussi. Alors, drôle, sur le fond, je sais pas. Mais force est de constater qu'il sait faire le bougre. Parce que, par exemple, quand Ménard se fait découper par Butch et que Marcellus promet à Z de s'occuper de lui à la façon bien moyenâgeuse, ça nous fait kiffer. Et pourquoi, après 2 heures interminables à suivre les péripéties molles d'un acteur en perdition dans Once Upon a Time in Hollywood, cette déchéance de violence envers les adorateurs de Manson nous fournit un shoot d'adrénaline si fort, alors que ce qu'on voit à l'écran est insoutenable. La fin de Once Upon a Time in Hollywood, c'était dur pour moi, perso. horrible. Ah oui, il est dingue. J'ai du mal à regarder cette scène, ouais. J'ai trouvé ça trop violent. C'est le somme de la catharsis. Ouais. Pour moi. Enfin, t'attends ça tout le long et ça vient et ça t'explose à la gueule. Ah oui. Surtout quand on sait qu'il révise Ouais, là, l'histoire. c'est encore plus. Et que du coup, il va châtier Il se fait les plaisir. méchants. Il se fait plaisir, tout à fait. Comme dans la fin d'Inglourious Basterds, tout exactement. où il se fait éclater Alors là, la pour le tête, coup, c'était jouissant. Et là, jouissif. Eh ben ouais, mais Jouissant, non. jouissif. Oui, mais c'est quand même d'une violence dingue. Ouais, mais j'ai trouvé ça Le mec, moins il se violent vide que un- l'autre. Il se vide un chargeur dans la tête, c'est horrible. Oui, mais j'ai. Enfin C'est bon, très bref. dur. J'ai trouvé Alors- que l'autre était plus violent. Dans les 2 exemples que je vous ai cités, là, dans Pulp Fiction et dans Once Upon a Time in Hollywood, qu'est-ce qui fonctionne ? Il fonctionne aussi parce qu'il ménage pas mal son spectateur au final. Parce que pas grand-chose avant. Je veux dire, la tuerie par Travolta et Jackson, lorsqu'ils récupèrent la mallette, là, elle est filmée de manière quand même assez hors champ, avec des flashs de lumière assez chaudes. On voit un petit peu, mais pas tant, en fait, la violence. Et en plus, on s'est attaché au personnage que l'on voit depuis 1h30, tout comme on a envie que Béatrice Kiddo, l'héroïne de Kill Bill, arrive à se venger de ses agresseurs, que Django punisse ses vieux esclavagistes et que Brad Pitt scalpe ses putains de nazis. Par exemple, moi, j'adorerais un film qui punit sévèrement ceux qui étaient incapables de pas jeter leurs bouchons de bouteille partout et qui fait qu'aujourd'hui, on est tous associés à ce groupe d'abrutis avec nos bouchons accrochés à nos bouteilles plastiques comme des bébés de 3 ans avec leur teuteute accrochée à leur pyjama pour pas qu'ils la perdent, ça m'énerve et en plus, j'en fous partout. Pour conclure, T'as passé une bonne chronique, Ouais. Mathias T'avais besoin Ça a été- cette semaine. Les vacances, Est-ce que c'était ça te fait cool. une catharsis complètement. Mais c'est un peu le but. Pour conclure, je pense qu'il est intéressant qu'on pense à questionner la violence. Cette violence qui cherche à choquer le spectateur jusqu'à réussir à le faire décrocher, détourner le regard ou quitter la salle obscure. C'est arrivé. Tellement ce qui lui est montré est insupportable. Accompagner la violence du verbe. Alors, pendant le film ou après, c'est aussi extrêmement important. Ça, c'est dit par contre par toutes les études, notamment sur les spectateurs jeunes. On peut montrer des films durs à des enfants. Il y a une classification pour ça. D'ailleurs, vous pouvez postuler au CNC pour faire partie des gens qui classifient les films. Mais parlez-en après à vos enfants de ce qu'ils voient à la télé. C'est le plus important. Ah oui, c'est super important. Il faut parler. Ça, Même pour les infos. Enfin... Ah mais tout, Mais pour Et tout. ce qu'ils Mais voient, oui. toute image vue doit être expliquée et Ouais. accompagnée surtout pour les jeunes. Ouais. Après, quand tu es plus grand, tu te forges toi-même ta réflexion et normalement, si on t'a bien expliqué avant, tu peux... Moi, je dis toujours, c'est du cinéma. Et Ah mais des fois, c'est pas toujours du cinéma. c'est grave, c'est grave ça. Bon, Ouais, c'est c'est du cinéma. En fait, pour ce qui est du cinéma, c'est grâce à ça que je suis pas devenu
totalement psychopathe parce que, comme je vous avais déjà dit dans d'autres émissions, moi, Terminator 2, je l'ai vu, j'avais 7 ans. Oui. Predator, j'ai vu, j'avais 8 ans. Pulp Fiction, je l'ai vu, j'avais 9-10 ans. Et aujourd'hui, tout va très bien. Mais C'est pour ça que t'as tué que 3 personnes. Mais c'est pour ça que j'en ai tué 35. Non, mais c'est parce qu'en fait, après, mes parents, derrière, ils ont quand même expliqué. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai le goût du cinéma. Parce qu'après, ils ont réussi à trouver des trucs ou des articles de presse qui expliquaient comment c'était fait, que c'était du film, comment c'était filmé, C'est etc. super important. Et c'est ce que super tu dis. important. C'est super important. Expliquez à vos enfants. La violence, c'est important aussi de réfléchir si on arrive à prendre du recul. Pourquoi est-ce que ce que je vois me choque? Voire même pourquoi est-ce que j'y prends un certain plaisir lorsque je le vois? Qu'est-ce que ça dit sur moi, sur ce qui me paraît tolérable ou au contraire d'une cruauté crasse dans le monde qui m'entoure? Et si je ne cesse de rappeler dans beaucoup d'émissions que le cinéma est un art et que par définition il est là pour susciter des émotions, et mauvais, et que l'émotion c'est se mettre en mouvement, il est grand temps de se mettre en mouvement afin d'éviter toute forme de violence. Eh ben, Je m'arrête là. c'est exceptionnel. Tout de suite, une interlude. Non. Ah non! Je viens de regarder en plus. Qu'est-ce qu'il dit? Que se passe-t-il? C'était pas interlude. Une interlude qui n'est pas une interlude, puisqu'on va passer à Fred. Excuse-moi, Fred, j'ai sauté. Oui, non, mais Fred, tu es notre interlude. peux sauter. Je suis l'interlude. Bonjour, interlude. Salut. Tu es dans la physicalité. Oui, J'ai l'impression. comment rebondir après ta chronique Justement, c'est tout, voilà. avec Avec de la danse. de la danse. Voilà. Allez, vas-y. Le meilleur moyen de s'exprimer, c'est de danser, de toute façon. Et effectivement, on a évoqué cette scène de danse de Pulp Fiction, si bien connue. Bah voilà, je voulais en parler, parce que moi, ça m'avait intrigué. Puis je me dis, tiens, pourquoi pas pointer au moins une scène bien spécifique. Et donc, on va parler du concours de danse dans le restaurant avec, alors c'était avec Uma Thurman et John Travolta. Et alors, on va la voir. J'ai mis une petite photo. C'est très podcast, ça. normalement. Ouais, c'est très podcast, voilà. Donc, Uma Thurman, sur cette scène, appréhendait parce qu'elle se sentait un petit peu maladroite, raide et timide. Bon, à l'image, je sais pas ce qui ressort, mais voilà, c'est comme ça qu'elle se sentait avant la scène. Et Quentin Tarantino, en fait, lui, il voulait faire un twist sur cette scène. Et John Travolta lui a proposé de rajouter d'autres danses qu'il connaissait très bien. Voilà. C'est vrai que John Travolta, c'est un grand danseur. C'est un grand danseur. Ouais, donc je voulais. Ouais, après, j'ai pas trop débordé sur John Travolta parce que si on doit parler de tous ces films où il danse. Ah oui, de toute façon. Mais là, d'ailleurs, c'est un peu son comeback, John Travolta, ce film-là. Ah, il avait une grosse traversée du désert, ça, bien sûr. Ah ouais, bah écoute. C'est ce qui a relancé sa Il avait carrière. quasiment plus rien fait depuis Blowout. Il fait plus rien. Il avait quasiment rien fait depuis Blowout de Palma d'ailleurs, et c'était déjà il y a bien 6-7 ans avant. Quoi. Ouais, donc c'est ça. il avait une grosse traversée du désert. Ouais. Donc ça lui a. Gros retour alors. Ouais. Il avait fait quelques comédies du genre Allô, Ici maman, bébé. Il était en plein dans Maman ici bébé. Voilà, Ouais. donc c'était Ouais, vraiment oui, c'est le vrai. creux de la vague pour lui. Quoi. Et donc, il a expliqué à Quentin qu'à 8 ans, il avait gagné un concours de twist et qu'il en connaissait toutes les versions. Et il lui a dit qu'il devait rajouter d'autres danses populaires. Et alors, je sais pas, est-ce que vous les connaissez, les danses qui. Alors j'ai oublié les titres, mais il y a le swim là où tu. Il y a le swim. Voilà. Alors, il y en a 4. T'as celui avec les. Ouais, ça, c'est le Batusi. Le Batusi, voilà, Voilà. avec les yeux là. Après, il y a le celui qui est. C'est le. Hitchhiker. Hitchhiker. Hitchhiker, Ah oui, le ouais. Hitchhiker avec les pouces. L'autostopper et puis le twist, voilà, Et le twist. évoqué. Ouais. Et vous savez d'où vient le Batusi? Ah putain, mais si, mais oui! Ça vient de Batman! Et voilà, la preuve en image. C'est vrai. Trop bien. Non. Il y a de la musique normalement. Il y a du son. Oh là 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 là. Ah yes. Ils ont osé. Bah écoute. Dance, you slave. Dance for our amusement. Music. Et là, c'est pas barge aussi. Ça ressemble hein, quand même. Hein. Ouais. Merde.
Waouh. Mon Dieu. Et ouais, de la série animée, enfin de la série série de 66, de ouais. Batman des 66, années 60, ouais. dont on avait parlé. Tout à fait. Ouais, on a C'est déjà fou, parlé. hein. C'est la troisième fois qu'on en parle. Ouais. J'ai l'impression d'être dans un Quatrième fois, je crois. multivers aussi, toi. Je sais pas ce qui se passe. Un Tout, multivers tout des se relie. C'est voilà. le- Et c'est violent quand même cette Retour danse du de voir jeu Batman divers. danser là-dessus. C'est assez Oui, violent. C'est un peu fait dur mal. là. Ça fait mal. Ouais, ça fait bizarre. J'avoue que quand je suis tombé dessus, j'en revenais pas. ouais. Alors la petite variante, c'est que quand même dans Batman ils font comme ça, Mm. alors que dans Pulp Fiction ils Ils font le font Ah à ouais, bah l'envers, oui, c'est dans vrai l'autre qu'il y a- sens. c'est vrai Ouais, qu'il y a c'est une vrai. variante. Mais les danses évoluent. C'est subtil. Des fois, hein. c'est cyclique, peut-être que ça reviendra comme ça. Sûrement, Après tu sûrement. fais comme ça, tu te mets les doigts dans les yeux. Et donc lors d'une interview, Adam West, en fait, il revendiquait que c'est lui qui a inventé le Batusi. Donc Adam West, l'acteur qui joue Batman. Ouais, l'acteur Ok. qui joue dans Batman. Il a inventé. Non, Il a fait au moins une chose dans sa vie. je sais pas. Je non, mais propose bon. qu'on invente des danses rapidement. Voilà. hein, parce que, Non, mais c'est facile. Hein. Ouais, c'est facile. Voilà. Et puis j'ai réuni les trois autres danses donc sur une photo. Donc le Hitchhiker, là, on voit bien avec les pouces la danse de l'autostoppeur. Après, il y a How to Get into the Swim. Donc bon, ça, on l'a tous fait, j'imagine, en dansant, comme ça. Quand t'as plus comme aucune ça. idée, ouais. Ouais. Quand t'es à 2h du matin et que tu Voilà. sais plus quoi faire pour impressionner ta partenaire. Tu dis, Et allez, ça marche en je général, tente hein. et généralement Et ça marche. hein. Ouais, bah attends. Tu arrives Je comprends à pas pourquoi ça marche. Faut m'expliquer. parce que c'est débile. Et le twist où tu te déhanches avec les genoux qui craquent dans tous les sens. Voilà, ça c'était les 4 danses qui Il compose. composent Compose la cette scène magnifique magnifique. du Jack Rabbit Slips. Exactement. Et on va voir sur une autre vidéo où il y a justement Quentin Tarantino qui dirige des acteurs et en fait, à chaque fois, il change de danse justement pour qu'ils s'adaptent en fonction de la musique. C'est-à-dire qu'il change la musique. En fait, je pense qu'il est là, il est en train de leur dire. Alors, on n'entend pas, normalement, il y a du son. Ouais. Et en fait, il leur dit Batusi, twist, et en fait, les acteurs donc changent leur pas de danse en fonction de ce que Quentin Tarantino leur dit. Ah, il vit bien le truc aussi. Hein. Cool comme tournage quand même. Hein. Ouais, assez incroyable. Ouais. Et je voulais justement. Alors, on a parlé un peu de Quentin Tarantino qui aimait qui faisait souvent référence ou qui s'est inspiré ou qui faisait un hommage. C'était un peu la discussion avant l'émission, savoir s'il copiait ou s'il faisait des hommages. On va dire qu'il a fait un hommage à Godard justement. Ouais. Donc, il y a une scène de danse aussi qui l'aurait inspiré pour justement faire la scène dans le restaurant. C'est dans Jules et Jim, non? Ça, c'est dans Bande à part. Ah, Bande à part. Voilà. Et d'ailleurs, Et la société de production, Band Bande à Apart. part. s'appelle C'est la société de production de. Et on a Tarantino. reconnu Ouais. en pull à carreaux qui dansait là. Ah oui, alors je me souviens plus. Charles Aznavour. Ah non, mais déconnez pas, c'était Charles Aznavour. Eh ben, je te crois. Mais je déconne pas. Et la régie dit que c'est vrai. C'était Ah Charles bah voilà. Aznavour. Ouais, tu Voilà. vois. J'allais dire, je connais son nom, mais je sais plus qui c'est. Ah bah, bah, c'est c'est un bien. mec qui est mort. C'est un mec. Là, oui, Et je voulais vous passer un autre petit bonus aussi sur John Travolta, puisqu'on a évoqué que c'était un très bon danseur, et on va le retrouver dans 2 films, donc un avec Uma Thurman aussi, où il danse. Alors c'est dans le film Be Cool, en 2004, de Gary Gray. C'est la suite de Get Shorty, Voilà. qui est un très bon film aussi. Je connais pas. Je n'ai pas vu. Vous allez voir, ils ont. Alors en fait, c'est marrant parce qu'on va retrouver une promiscuité entre les deux, tu vois, une vraie complicité, et tu as l'impression que tu assistes à la même scène que dans Pulp Fiction. Ok. Et il y a un autre film, je vous laisse la surprise. Vous allez voir. C'est sa sœur. Vous verrez. Parce qu'il a un frère, mais il a aussi une sœur. Girl,
C'est dingue, hein, de voir Ouais. ça. Ah, c'est barge. Hein. Ah, Fergie. Ouais. Quelques années après. Que sont devenus Vincent et Mia. Normalement, Vincent est mort. Hein, Et là, c'est lui. C'est fou. C'est qui chante aussi. Hein. Ouais. Et voilà, c'est fou quand même Le aussi. film, là, le deuxième Le film, alors j'étais. C'était. Je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, je l'ai- Ah, c'est Oui, oui, il est super connu, mais R. Airspray. Airspray, ouais. R, c'est le film de. Airspray, bien joué. Ouais. Donc c'est marrant, tu vois, j'ai voulu un peu revenir sur justement John Travolta et ses talents de danseur. J'ai sélectionné, on va dire, ces deux morceaux. Ah Alors, bah, tu as bien fait. le côté avec Uma Thurman, c'est quand même assez fascinant. Ah, tu vois. c'est fou, C'est Ouais. fascinant, Ouais, c'est c'est dingue bon. hein, de voir ça. C'est trop mignon. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu sens qu'ils ont limite l'ont fait en une prise et voilà, ils se Bah connaissaient oui. par cœur. Mais oui, c'est ça. Voilà, C'est le langage du corps. le langage du The corps, Language of the exactement. Groups. Merci, André Fred. LV12. Voilà. Merci Fred. Merci Fred. Interlude. Ouais, ça va être chaud. Ça va, Sam? Ça va être super chaud parce que. Ah, on a balancé toutes les réponses. Pas du tout. Pas tout, mais ça veut dire beaucoup. Un peu quand même. Non, mais c'est surtout que vous êtes super fort. Vous connaissez vraiment le film, c'est incroyable. Et je suis vraiment un amateur, quoi. Alors, on va commencer avec la grosse question, quoi. La question qui envoie du lourd. C'est un oui-non. Donc, s'il vous plaît, répondez soit par oui, soit par non. On va passer sur chaque chroniqueur, l'un après l'autre. Oui, non. La question est: savez-vous ce qu'il y a dans la valise? Alors, Mathias, oui ou non? Oui. Sylvain, oui ou non? Non. Fred, oui ou non? Oui. Merci, Fred. Adrien, oui ou non? Oui. Merci. Alors, voilà, quand on ne sait pas ce qu'il y a dans une valise, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on imagine ce qu'il y a dedans. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder le fruit de mon imagination et on en reparle juste après. C'est mieux s'il y a mon micro avec... Voilà, oui, j'ai essayé d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir dans la valise. J'ai pu faire ça grâce à une petite lampe à LED qui permet de faire plein de choses. Et dans le film Pulp Fiction, qu'est-ce qu'il y a dans la valise pour de vrai? Eh ben, il y a 2 ampoules et une batterie. Voilà. Simple. Pour en savoir plus, peut-être que Fred nous en dira un peu plus sur la valise plus tard. Tout à fait. Donc on va passer à la question suivante. Donc le Pulp Fiction, ce film se passe principalement à 2 endroits. Dans des salles de bain et des toilettes et dans des restaurants. Voilà. C'est trop ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est trop ça. Putain, finalement, on peut faire un film facile. Hein. C'est tellement ça. Voilà, quand on connaît bien le film, on revoit toutes ces scènes, c'est incroyable. Ouais, c'est bien résumé. Hein. 90% du film, c'est ça. Quand même. Et une Donc- voiture, quand même. Et une voiture, ouais, où il y a un peu de, il y a 2-3 bricoles à Le faire. fabricant avec ça. Il y a du whiskas un peu. Donc la question est, comment s'appellent les 2 diners? Donc Adrien, on a déjà cité un. Désolé. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc je pense que vous en avez un. Alors Adrien, pour l'instant, je te laisse attendre. Est-ce que vous avez les noms des 2 restos? Tu vas me les dire et je vais dire oui, mais là, je les ai pas de tête. Mais Alors Adrien, vas-y. Il y en a un qui s'appelle le Jack Rabbit Slims. c'est là où il y a la danse. Ouais, C'est là où il y a la danse. Ouais. Et l'autre, très honnêtement, l'autre, je me rappelle plus. L'autre, c'est Alors, le Adrien. Hawthorne. Le quoi? Le Hawthorne. Hawthorne, d'accord. Voilà. Mais je savais pas. Je Et- me rappelais plus. Ou un des deux. Au choix. En fait, je trouve que les diners, ça apparaît quand même assez fréquemment dans les films américains. Ouais. Et en fait, c'est normal parce que ça fait complètement partie de la culture nord-américaine.
Le premier diner, c'est en 1872. En fait, en vrai, ça ressemble vachement plus à un food truck parce que c'est un mec qui monte une roulotte à cheval, une roulotte tirée par des chevaux, et il s'en sert pour aller servir à manger à des travailleurs de nuit. Donc, c'est les prémices, on va dire. Pendant 35 ans, ces cantines mobiles se développent. La législation change et du coup, ça les oblige à se sédentariser, sans doute pour des questions d'hygiène. Dans les années 1920, c'est la grosse prospérité du diner. Et c'est là que les matériaux comme l'inox, le formica, les néons et le vinyle leur donnent vraiment leur style caractéristique. Et finalement, ils ont tendance à disparaître dans les années 90. Face aux grandes chaînes de restauration rapide, ils n'arrivent plus à suivre. Ouais. Et finalement, depuis 2020, en fait, il y a une relance des diners aux États-Unis parce que finalement, c'est la mode du rétro qui revient et il y a du client pour ça, quoi. Il y en a à Chambéry, hein. Il y a un diner à Chambéry. Ouais. Alors, où? À Champ-Nord. Oui. Ah, mais c'est le. Oui, Diner. d'accord. La dernière fois que j'ai fait une crise une indigestion, c'était là-bas. Oui, voilà, c'est ça. C'est Oui, alors on fait pas la pub du tout. Hein. Voilà, non, Je pensais à un vrai Non, diner de non. bord de route et tout. Mais Mathias, tu dis ça parce que ton collègue Damien sert du café là-bas? Ils ont du café là-bas, ouais. Nous, nos diners, tu sais, c'est les aires d'autoroute. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est moins sexy. Ouais. C'est très Bah, français. ouais. Alors, le film dresse un tableau un peu différent des criminels, du plus amateur jusqu'au plus pro. Et donc, je vous pose une question, je pense qu'elle est vraiment facile, mais d'après vous, quel criminel inspire les personnages de Ringo et Yolanda? Bonnie and Clyde. Oui, tout à fait. Pardon, fallait attendre plus. Mais c'est bien. Mais non, c'est très bien. Oui, c'est ça. Mais je pose des questions, vous donnez des réponses, c'est très bien. Thelma et Louise. Jesse et James. Alors, Stone et Chardin. Ouais, ok, merci. Véronique et Davina. Alors, Bonnie Parker et Clyde Barrow, un des couples les plus célèbres du XXe siècle. C'est incroyable. Ils sont membres d'un gang qui s'appelle le gang Barrow. Hein, voilà, donc on sait un peu qui a créé le gang. Accusés d'avoir commis de nombreux braquages à main armée, d'avoir tué 14 personnes, Bonnie et Clyde sont follement amoureux. Comme Ringo et Yolanda, on peut le voir dans le film. Ils enchaînent les vols de voitures, les braquages en tout genre et le passage par la case prison, plus d'une fois. Finalement, leur cavale sera de courte durée, 2 ans tout de même. Et ils sont assassinés dans une embuscade suite à une traque par le FBI dans 5 États. Clyde est connu pour être un tireur hors pair et les policiers vident leur chargeur sur la voiture dans laquelle ils sont avant que Clyde puisse dégainer. Environ 150 impacts de balles sur la voiture, quand même. Et Bonnie and Clyde avaient 23 et 25 ans. Finalement, ça se termine vachement mieux pour Ringo et Yolanda. Oui, tout à fait. Et ouais. Sympa. Quelle époque, Bonnie and Clyde? Eh ben, C'est l'après-guerre, je crois. Hein. C'est juste après, non? oui, c'est 20e siècle, mais oui, c'est après-guerre. Ouais. Oui, mais Ouais. j'ai J'ai pas la date en j'ai pas la date en tête. pas les années 70, les années 50. Hein. Ok. Ouais, je sais pas. Eh ben, Dites-nous en on commentaire. vérifiera. Alors, j'ai une pas question bonus parce que j'ai pas la question. T'as pas la réponse, t'as Non, pas la question. elle va pas s'afficher, mais en tout cas, je vais vous poser une question bonus cette fois-ci. Savez-vous qu'il y a un miracle dans ce film? Bien sûr. Oui. Oui. Alors en fait, en vrai, j'avais prévu d'en faire une question. J'avais prévu de vous parler de ces moments de la vie où tout bascule, ces moments qui impliquent un changement radical dans ta vie. Quand par exemple, tu braques le portefeuille de la mauvaise personne, ou quand on vide un chargeur sur toi et que toutes les balles passent à côté. J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet. Je suis pas hyper à l'aise avec l'approche philosophique et donc du coup, j'ai préféré faire plus simple. J'ai préféré vous montrer le vrai miracle du film. Alors je crois qu'effectivement, il y a pas. Vincent, je te présente Ah bah voilà. Marvin. Marvin, je te présente Vincent. Tu pourrais lui dire de fermer sa gueule, il commence à me gonfler. Marvin. 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 Arrête tes conneries, ça devient lourd. C'est trop drôle. Voilà, est-ce que vous avez vu le miracle ou pas? J'ai vu, ouais.
Alors, Adrien, est-ce que tu peux nous le... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la séquence une deuxième fois. Oh, t'es gentil. Et puis, du coup, tu vas nous dire ce qu'il faut regarder et quand il faut le regarder, s'il te plaît. Bien sûr. Enfin, moi, ce que je pense, c'est peut-être pas ça. Oui, on va voir. Parce que là, je commence à avoir La pression. Alors, en fait, ce qu'il faut regarder... C'est la montre. Pour moi, non, pas du tout. Non. Pas du tout. Toujours pas. Elle est à Toujours l'envers. pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Là, les impacts de balles sont déjà là. Ah oui, Oui. Mais ça, je l'avais. Ah, moi, je crois que c'était lui le miracle. Non. Voilà. Et ben ça, c'est un vrai miracle. Ouais. Des balles dont les impacts apparaissent avant que les balles soient tirées. C'est vrai. Ce qu'on appelle un faux raccord. Non, un miracle, ok. Oh, pardon. Il y en a un autre aussi dans le film, mais bon, après, c'est... Voilà. Le gars qui joue, le gars qui tire. Non, c'est qu'à un moment donné, quand Bruce Willis il braque le sabre sur Z, il Ouais. y a un plan où tu vois qu'il braque, parce que le plan sur Z, tu vois le sabre arriver dans le plan, et le plan d'après, tu vois Butch qui est en train doucement de mettre le sabre vers Z. Donc, petit... ça arrive, on lui en veut pas, Quentin. Ouais, léger. Non, mais l'acteur, là, pas le gars qui joue, le gars qui tire. Oui, ben. C'est pas le co-scénariste? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah, excusez-moi. À vérifier. Ouh. Allez. Allez, avançons. On y va, avançons. Merci Sam pour Bravo, ces Sam. 3 questions sur... on t'a même pas demandé, d'ailleurs, c'était sur quoi? Ah, c'était sur Pulp Fiction. ça. J'avais un Putain, doute. mais c'est pour ça que je trouvais pas. Bah ouais, c'est pour ça, moi je n'étais pas du tout sur parti ce sur un autre film-là. film, Ouais, on ouais. n'avait pas dit ça, mais c'est pas grave. La prochaine fois, ça. Merci beaucoup. Je vous propose une séquence dans ton culte. Ah, cette musique. Quelle musique. Fred. Ouais, je sais même pas comment. Ah bah tu m'as dit j'ai un truc sur la mallette alors. Oui, je fais un truc sur la mallette. Donc c'était un peu pour rebondir sur la question de Sam, justement ces fameuses mallettes. Je voulais parler de, voilà, de ce qu'il y avait dedans. Donc maintenant on connaît la réponse. Et à la base, qu'est-ce qu'il devait y avoir dedans, vous saviez? Bah il y a plusieurs Il théories. y a plusieurs théories. En fait, il y a 3 théories principales. Le lance pas parce qu'il est chaud là. Bon alors, Moi, je savais pas. Je te laisse ouais, faire. on va Moi, pas- je on va- sais pas. on va pas répondre tout de suite. Je sais pas, je sais pas. On en mettra une petite photo comme ça, on pourra discuter dessus. Et donc en cherchant des références un peu sur cette mallette, j'ai appris le terme MacGuffin. Ah oui. Moi je connaissais Ah, pas. c'est Donc bien ça. apparemment vous connaissiez. Ça. Alors, je suis désolé, je connaissais. Oui, Désolé. oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Je me suis dit, Non mais c'est bien, il faut Explique-nous ce que expliquer, il c'est faut un expliquer. je me suis dit voilà, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas. Oui. Et donc le terme MacGuffin, alors il aurait été inventé par le scénariste Angus MacPhail, bras droit d'Alfred Hitchcock. C'est ça. Voilà. Le terme est donc une combinaison du nom de de MacPhail qu'on voit à gauche et du mot anglais guff qui signifie non-sens ou absurdité. Et en gros, le principe qui date des débuts du cinéma, mais l'expression est souvent associée à Alfred Hitchcock, voilà, qui l'a redéfini, est popularisé et mis en pratique dans plusieurs de ses films. Et donc, l'objet lui-même n'est que rarement utilisé. Seule sa récupération compte et le but est de lancer ou de faire avancer l'action. Voilà, expliqué comme ceci. Et Alfred Hitchcock l'a redéfini avec cette phrase. Donc, on peut imaginer une scène dans un train anglais en direction de l'Écosse. Un homme dit à son voisin « Qu'est-ce que ce paquet au-dessus de votre tête ?» L'homme répond « Oh, ça, c'est un MacGuffin. » L'autre voyageur dit « Qu'est-ce qu'un MacGuffin ?» L'autre répond « C'est un dispositif qui permet de chasser les lions dans les montagnes écossaises. » Et l'autre s'écrie « Mais il n'y a pas de lions dans les montagnes écossaises. » Et l'autre répond « Alors ce n'est pas un MacGuffin. » Voilà. C'est du Hitchcock. Hein. Ouais, c'est du Hitchcock, C'est facile de résumer comme ça. Moi, je C'est trouve que bien, c'est très ouais. bien. Pas chercher à comprendre. T'as choisi Non, mais- vraiment la meilleure là. Hein. Bah, c'est celle qui ressortait. Je me suis dit, bah écoute, on va voir s'ils la connaissent aussi. hein. Ouais. La phrase je l'avais pas moi. Non, j'avoue. j'avais pas non Voilà. Mais plus. c'est bien. Bonne Et ref. il y a, Ouais. ouais, et il y a beaucoup de choses qui ramènent justement à cette phrase. Donc, Mhm. voilà. Et donc, pour revenir à la mallette, qui est un MacGuffin. Donc, maintenant, on sait ce qu'il y a dedans. Et à la base, il devait y avoir, donc il y a plusieurs versions apparemment, Adrien connaît tout. Il devait y avoir des pierres précieuses, on va dire, des diamants. Donc, c'était trop banal pour Quentin Tarantino. Donc, il a choisi justement de De pas montrer. ne pas montrer tout court. Mhm. Voilà. T'as une autre version? Ah oui, bien sûr. Ah, Alors, voilà. il y a 3 versions différentes. Première version, enfin 4. Allez, on va sur 3, on va sur On va 3. mettre sur Allez. trois. Moi, j'en ai 8. Alors la première version, ça aurait été que c'est vu que Mia veut devenir comédienne,
c'était que du coup, Marcellus lui aurait fait faire un Oscar en or massif, machin, tout ça, encore plus beau que tous les Oscars qu'il y a eu. Et donc, c'était pour lui faire plaisir. Deuxième version, un costume d'Elvis doré. C'était vraiment une des théories qu'il y avait eu et que Tarantino a dit pourquoi pas. Parce qu'il se trouve que dans comment on appelle ça, True Romance, le film True Romance, il y a Elvis qui parle à Christian Slater, le personnage principal, et il a fait une fixette sur Elvis et que c'était peut-être ça. Troisième version, qui est la plus probable, c'est que ce soit l'âme de Marcellus Wallace. Pourquoi ? Parce que déjà, parce que Marcellus Wallace aurait vendu son âme au diable pour pouvoir être successful quoi, dans les affaires. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'il a un pansement derrière, là, donc il se fait aspirer l'âme par là, et en plus, le code pour ouvrir la mallette est 666. Tout à fait. Voilà. Eh ben. Ok. Il n'y a pas d'histoire comme quoi ça serait aussi le butin de Reservoir Dogs ? Ah oui, il y a eu ça. Il y avait eu ça, ça, j'ai à un moment entendu donné, parler. c'était le bulletin de notes. Le bulletin de notes du frère de Vincent Vega. Je suis très fatigué. Monsieur McCray en physique-chimie, il avait mis 4 sur 20, c'était n'importe quoi. Du coup, ils l'ont mis dans la valise. Voilà, c'est ça. Eh ben, merci Fred. Et j'ai pas fini justement. pardon, non, mais voilà. Et donc pour revenir sur les MacGuffin, alors oui. je vous donne une petite liste comme ça vite fait. Il y aurait dans d'autres films, voilà, la patte de lapin dans Mission Impossible 3, oui. l'Arche d'Alliance dans Indiana Jones, les plans de l'Étoile de la Mort constituent un MacGuffin, voilà. Après, j'ai l'impression que la patte de lapin dans Mission Impossible 3. Ouais. Tu l'as dit ? Ouais. J'ai pas du tout entendu. C'est le premier qu'il a dit. C'est le premier. Je me suis dit, ouais, il est dans le multivers, ça y est. Je t'allais rebondir, alors que c'était vrai. Je savais que c'est un MacGuffin. Merci, c'est bien. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est un MacGuffin, j'ai l'impression. Il est très tard. Ah, mais on enregistre, il est très tard. Donc je saute le collier dans Titanic, le Graal dans Sacré Graal, le soldat Ryan aussi. Dans Ryan. Dans Ryan. Donc voilà, en gros, vous savez tout sur le MacGuffin. Sauver le soldat McRyan. Et je finirai juste avec, j'ai voulu faire des références aussi avec d'autres MacGuffin et sur les mallettes. Ok. Oui. Donc j'ai sélectionné 3 films. Avec des manettes. Avec des mallettes. Putain. Des très bons films. Donc il y a Petit Il n'y a meurtre pas la entre patte amis. de lapin du coup. Non, il n'y a pas la patte de lapin. Petit meurtre entre amis avec cette fameuse valise apportée par un inconnu qui meurt. Donc là, en fait, on sait qu'il y a du pognon quand même dans les mallettes. Autant dans Pulp Fiction, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a Fargo et No Country for the Old Men aussi qui pour Petite anecdote sur Fargo. Oui, j'allais dire, c'est les mêmes valises. Ah ouais, bah alors encore une autre Donc anecdote. une autre anecdote. Dans la série Fargo, je sais pas si vous l'avez vu, si. il déterre la mallette. Il déterre la mallette. Oui, exact. Voilà. C'est trop bien. C'est bien ça. Pour les fans de Fargo, c'est trop bien. Et là, on voit, c'est les mêmes valises dans No Country for the Old Men et Fargo. C'est le même réalisateur. Voilà, donc ils ont fait économie de budget. Trop bien, ça coûte moins cher. Voilà. Ouais, on sait bien qu'à pensé. l'époque, voilà. Tout compte. No Country for the Old Men, c'est Et voilà sur les MacGuffin. Merci Fred. Eh ben écoute, tu vas permettre la transition toute faite Parfait. pour la suite. On y va. Alors, c'est pas vraiment une chronique, c'était juste une discussion ouverte sur. On en a déjà un petit peu parlé. Tarantino, il est extrêmement référencé. Alors, il référence ses propres films dans ses propres films, mais il référence aussi à beaucoup d'autres choses. C'est ce qui, moi, m'avait pas forcément accroché dans Once Upon a Time in Hollywood parce que j'avais pas toutes les références des films qu'il utilisait. Et au revisionnage, finalement, oui. Et puis, en fait, dans tous ces films, et c'est vrai que du coup, Ennio Morricone l'a dit lui-même, comme tu disais, le gars, il copie, quoi. Enfin, il met des bouts, quoi. Il met des bouts. Pas que, mais il met beaucoup de bouts. Alors, c'est marrant, je suis en train de lire Je suis en train de dire du coup, si c'est une discussion. Mais oui, mais bien sûr. Je suis en train de dire le making of de Alien en ce moment. Ouais. Voilà. Et le mec, c'est exactement ça. Comment ils ont créé le scénario d'Alien. Le gars, il dit, j'ai pris des trucs là, j'ai pris des trucs là. Oui, il met des bouts aussi, ouais. Et pareil, en fait. Mais en fait, je crois que c'est ce qu'on fait. Depuis la nuit des temps, vous regardez une Adrien dit que c'est un hommage. Vous regardez quand tout même. ça. Alors, il y a des choses, c'est de l'hommage, et il y a des choses, c'est de la. Moi, de toute façon, en même temps, parce qu'on touche pas à Quentin. Non, mais voilà. Après, c'est plus là.
Et à la base, Quentin Tarantino, il travaillait dans un vidéoclub. Hein, donc à la base, c'est un cinéphile de bâtard. Donc Alors, ouais, le mec, lui, ce qu'il dit, il connaît tout. Oui. Ouais, J'ai après, vu Il du cinéma, lui. Hein. J'ai vu une interview où il disait qu'il était. Le journaliste disait vous êtes une sorte de geek de cinéma, quoi. Et lui il répond non, je dis que c'est plutôt de l'érudition. Mais il a raison. Et je crois que c'est vrai. de l'érudition. C'est Il connaît vraiment, tout il sur connaît tout. tout C'est sur assez tout. impressionnant. Ouais. Il a et c'est, oui, des références. Mm. Mais après, à la base, c'est des hommages. Attends, quel réalisateur américain, à part Spielberg, va référencer, que ce soit Truffaut ou que ce soit. Il y a que des il a gens- un amour du cinéma et C'est un amour pas du que cinéma. américain en plus. Il a Et même oui, placé la japonais, chartreuse. Très il va éclectique. dans le Ouais, cinéma japonais, il va dans le cinéma anglais, il va un petit peu de Tu regardes partout, les quoi. 2 volumes de Kill Bill. Et les musiques. Ah bah c'est clairement du japonais, quoi. Du japonais dans le premier. Et du chinois. Ouais. Et de l'américain. Et dans en le plus, deuxième. il va chercher même des acteurs. Dans Kill Bill, quand même, il va chercher Sonny Chiba. Sonny Chiba, c'est le plus gros acteur de film de sabre japonais connu. Et le mec, il va le chercher parce qu'il dit bah, viens, s'il te plaît, je kiffe tes films, viens. Alors, par me voir, contre, quoi. la limite à ça, pour revenir sur Talaref, du coup, tu parlais de Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Bah, du coup, ça fait que son cinéma n'est pas toujours accessible par Et tout le ben monde. voilà, tout à fait. Et Parce que moi, les refs, je les avais pas. Ouais, voilà. Je t'en avais parlé l'autre jour aussi pour ce film-là. Au moins, on a discuté. il a sa patte, quoi. Et enfin, moi, j'ai des jeunes qui étaient allés voir le film et qui ont trouvé ça nul. Bah Mais oui. parce qu'ils ont rien compris. Quand Mais je leur ai expliqué l'histoire de Sharon Tate, tout ça, ils ont dit C'est passionnant. ah ouais, d'accord, je comprends un Mais peu si mieux, t'as pas mais- les références mais ouais, historiques du coup, et encore moins tu les te fais chier. références cinématographiques, eh ben c'est un peu relou. Ouais, effectivement. Oui, c'est de la- mais toi, tu as même dit toi-même que la revision après derrière, t'avais plus kiffé parce Alors, que justement, parce- t'avais compris les. Alors non, en plus pas parce que j'avais les rêves cinématographiques, mais parce que je pense que j'ai vraiment apprécié la qualité en termes d'image, de métrage, de tension, de comment c'était fait. J'ai toujours pas les rêves là. Vous pouvez les voir sur internet, hein, allez regarder. C'est incroyable là, vous cette mettez vidéo les que t'as rêves- trouvée là. Sur YouTube, elle est magnifique. Voilà. hein, Vous allez sur YouTube, vous mettez Tarantino référence. Il y a des montages avec sur le même écran les plans des films. Je suis désolé, l'intro de Django, c'est la même que le film de Django. des années 60. Oui, un film italien avec. Mais, oui. Mais du coup, enfin. Oui, mais pourquoi ça fait que c'est pas. Je te coupe juste 2 secondes. Pourquoi ça fait que c'est pas vraiment un plagiat ou quoi que ce soit? C'est parce que, oui, en effet, il référence surtout dans Django. Parce que, voilà. Mais en fait, du coup, pourquoi c'est un hommage? Parce qu'à chaque fois qu'il fait une référence, il inclut un élément du film original dans sa narration. Ouais. Tu prends par exemple dans Django, oui, il copie le début, tout, même le logo, c'est le même que Django original, c'est un film italien des années 60, avec Franco Nero, et Franco Nero joue dans Django Unchained. Il a un tout petit rôle à un moment donné au début, là, quand la première fois qu'il voit Calvin Candy, quand les deux mandingues se battent, là. Et bien justement, il y a Franco Nero. Et le fameux dialogue en disant c'est quoi ton nom, Django? Tu sais les plaies? Ouais, D-J-A-N-G-O. Le D se prononce pas. Et lui il fait oui, je sais. Parce que c'était aussi une réplique du premier film. Donc en fait, il l'intègre dans sa narration. Donc ce qui fait que c'est pas vraiment du plagiat, c'est justement un hommage. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a un site qui existe, vous tapez pareil sur le Quentin Cinéma référence et qui liste toutes les références au sein de ses films. Il y en a une chier à chaque fois, que ce soit en termes de musique, en termes de films, en termes de séries, c'est affolant. C'est intéressant, mais c'est affolant. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas un jugement. Oui, mais voilà. c'est ce qui fait Tarantino, moi Voilà, je dirais. c'est ça. Voilà, Tarantino, c'est ça. Tu reconnais son film après. Eh ben écoutez, Sylvain, tu avais la parole. Je Non. propose. Ah, j'avais la parole. Là, tu viens de finir, tu viens de parler. Me dis pas non. Je pensais que tu voulais que je parle maintenant. Eh ben maintenant, je vais te donner la parole, c'est à toi. Oui, là oui, du coup. C'est à toi tout de suite. Allez, c'est à toi. D'accord, j'écoute. Oui, en fait, c'est vrai qu'on entend un petit peu les scandales à Cannes. Je suis vraiment fatigué, je commence à avoir des allumes. On est vraiment crevé là. Je crois que c'est l'émission, C'est vrai une des que- émissions les plus fatiguées. Pourtant, on n'est pas au mois de juin. En général, on Attendez juin, vous verrez. Ça va être terrible. Et ben moi j'ai envie de vous parler des films qui ont fait scandale. Allez. Ah bah oui, c'est marqué. Les scandales à Cannes. Les scandales à Cannes, alors pas que les films, les scandales à Cannes effectivement. Donc si Pulp Fiction est aujourd'hui un film indéniablement culte, il n'en était pas le même lorsqu'il est sorti et a été présenté à Cannes il y a tout juste 30 ans. Parce que c'était... Cocorico. Alors, le film obtient la Palme d'Or à Cannes et Quentin monte sur scène.
Il explique qu'il ne s'attendait pas à ça, et quelqu'un scande dans la salle « C'est une daube! C'est une daube! C'est à chier !» Voilà, et je vous propose de regarder la réaction de Quentin, qui est légendaire. Un petit doigt. Un joli petit fuck, et j'ai appelé ces parties de ma chronique Tarantino Fuck the World. Voilà. En 1995, donc ça c'est un scandale, hein, parce que du coup la Palme d'Or a gagné, donc c'est en 94, la Palme d'Or qui a remporté, c'est Pulp Fiction, et du coup Tarantino qui monte dessus et qui fait un gros fuck à la personne qui est pas d'accord, parce que le film secoue un peu quand même. Voilà. Donc en 95, l'année d'après, on a le film La haine, qui est réalisé par Mathieu Kassovitz et qui est présenté à Cannes. Et la présence de ce film sur la croisette fait un peu bouger les lignes. On a une centaine de personnes ayant travaillé sur le film qui sont invitées. La tenue correcte étant exigée, tout le monde se met sur son 31 pour se plier au protocole. Mathieu Kassovitz ayant pensé passer entre les gouttes, donc juste 3 minutes avant, enfin 1 heure avant, il était encore en t-shirt, c'est lui, et il voit que tout le monde est bien sapé et tout. Du coup, il se dit bon bah je vais courir dans la première boutique qui vient, et il achète un costard vert à carreaux que vous voyez là. Voilà, c'est la seule chose qu'il a trouvée. Les membres du groupe Agam qui eux refusent de se plier à ça, et du coup bah on leur interdit de monter les marches. Et Philippe Douste-Blazy, qui est alors ministre de la Culture, décide de monter les marches avec l'équipe, et c'est assez fort, parce que c'est pour dire aussi, c'est un film qui parle des cités et tout, mais ça a sa place aussi dans le cinéma français, et voilà. Enfin, une grande majorité de policiers qui encadrent l'événement décident de tourner le dos à l'équipe, estimant que le film, qu'ils n'ont pas encore vu, est anti-flic. Putain, c'est dégueulasse. Cette triste image n'arrive pas à entacher le reste, qui appartient à l'histoire. La banlieue s'invite à Cannes, et le film remporte le prix de la mise en scène. Bravo. Merci. Bravo très Mathieu, beau film, très beau film à voir, et qui n'est pas un film anti-flic. Et du coup, ça répond à ma question que je me posais là, cette année en regardant les palmes. Ça, je me disais en fait, tout le monde est toujours bien sapé, mais c'est obligatoire en fait. C'est obligatoire. Je vais en reparler après. Je vais en reparler après. Okay. Mais vas-y. Non, mais tu fais bien de le dire. Certains films utilisent le festival de Cannes pour être diffusés en avant-première. Cela a parfois pour conséquence de tomber sur des films qui mettent mal à l'aise les spectateurs qui ne s'attendaient pas à ça. Et on va parler d'Irréversible. J'ai évité, moi, dans ma chronique. Qui fait partie de ceci. Lors de la projection, près de 200 personnes quittent tout simplement la salle, ne pouvant pas supporter ce qu'ils regardent. 20 personnes sont même victimes d'évanouissement. Si vous ne connaissez pas le film Irréversible, c'est un film de Gaspard Noé sorti en 2002, qui traite d'un sujet dont je ne vais pas parler là, mais vous chercherez par vous-même. Qui met mal à l'aise, et le réalisateur a demandé à ajouter certaines fréquences diffusées tout le long du film qui ont pour but de mettre mal à l'aise, un sentiment de malaise chez le spectateur. Les infrafréquences, qui provoquent des nausées. Les infrabasses, Alors moi je suis fan. Alors moi je l'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir. Voilà. Alors en fait c'est un très bon test pour savoir si t'es psychopathe. Non mais c'est réel. Hein. C'est ma sœur, elle me disait, si tu réussis à regarder ce film d'une traite sans t'arrêter à un moment donné, t'es forcément un psychopathe. Il est insoutenable. Du coup, quand même, il y avait 1200 personnes dans la salle, il y en a que 200 qui sont sortis. Ça en fait quelques-uns des psychopathes. Non, mais sans au moins détourner le regard ou à un moment donné, c'était pas. Non, mais t'es pas bien. Mais j'ai pas dit que j'étais bien. C'est insoutenable. Ce film, il est terrible à regarder. Mais il est beau. Incroyable en termes de réalisation, même. Graphiquement magnifique. Je me doute. Bon, c'est Gaspard Noé, voilà. Incroyable. Mais Irréversible n'est pas le seul film à provoquer de tels sentiments. En 2021, un film remporte la Palme d'Or à Cannes. Pourtant, son visionnage est mouvementé. Là encore, le film provoque des évanouissements et une sortie du public. Ce film, on en a déjà parlé dans cette émission. C'est Titane, réalisé par Julien Ducournau. Vous pouvez d'ailleurs savoir ce qu'on en pense dans notre émission sur Grave. Ah, toi aussi, tu te mets à citer les anciennes émissions. Ah, moi j'aime bien. Mais oui. Allez, sexe et vidéo. Sexe et vidéo. Alors, certains films du Festival de Cannes ont également fait parler d'eux pour avoir repoussé les limites de la décence au cinéma. Quand le cinéma se rapproche d'un film porno, peut-on encore parler de cinéma ? Je pose la question. Je vous laisserai regarder Le Nom de la Rose, l'émission sur Le Nom de la Rose, où on avait cité monsieur Jean-Jacques Hano, qui vous parlera de ce sujet. Je vous laisse revoir ça. The Brown Bunny fait partie des films de ce genre. Qualifié de pire film de l'histoire du Festival de Cannes par le critique Roger Ebert,
le film propose une vraie scène de fellation, faite par Chloé Sevigny à Vincent Gallo, donc le réalisateur du film. On est à Vincent Gallo. Voilà. et qui est son compagnon de l'époque. Est-ce qu'on peut mettre des images du... quoi On n'a pas d'image? Bon, ok. C'est dommage. Alors, lors de la projection du film, Roger Rabbit se met à chanter pour mieux digérer le film. Il chante. Pour mieux digérer le film. Vincent Gallo le traite de gros porc avec un physique de marchand d'esclaves, ce à quoi Roger répondra: c'est vrai que je suis gros, mais un jour je serai maigre et vous serez toujours le réalisateur de The Brown Brownie. Voilà. Et pourquoi il l'a traité de porc? Parce qu'il chantait? Ouais, parce que ça le faisait chier le film. Et d'achever en disant que la vidéo de sa coloscopie est plus intéressante que le film. Waouh. Voilà, du coup il est triste en haut à droite. Pas mal. Et lui il est content, il a dit je t'ai cassé. Je suis content parce que j'ai fait des animations sur leur visage. Bravo, ouais. Tout ça est très podcast. Il y a un autre film, je fatigue vraiment beaucoup. Il y a un autre film qui fait polémique dans ce genre. Et celui-ci, il n'y a aucune possibilité que vous l'ayez vu. Sauf si vous étiez à la projection lors du Festival de Cannes de 2020. Et ce film, c'est Mektoub My Love. Je ne sais pas si vous connaissez. Mektoub My Love Intermezzo, qui est la suite de Mektoub My Love Canto Uno, du réalisateur sulfureux. On est à Canto Uno. Trilogie initiée par le réalisateur sulfureux Abdelatif Kechiche, réalisateur notamment de La vie d'Adèle, qui avait fait pas mal parler aussi, polémiquer, voilà. Ce film de 3 heures provoque le scandale lorsqu'une scène de cunnilingus d'1 quart d'heure est diffusée. Là encore, non simulé, pardon. Là encore, des gens quittent la salle, notamment l'actrice principale, Ophélie Beau, qui a un sourire, désolé, incroyable. Magnifique. Qui apparaît dans cette scène. Le lendemain, elle n'est pas présente lors de la conférence de presse. Et c'est un truc qui m'a... Attends, j'ai pas compris. Elle a joué la scène, mais elle a quitté la salle. Oui, il a quitté la salle lors de la diffusion à Cannes. Ça va, Mathias? Oui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était au courant qu'elle était dans le film. Elle était au courant qu'elle était dans le film, mais je finis de... Ah oui. Je finis mon histoire. Ce fait divers m'a vraiment marqué à l'époque. Enfin, ça m'a vraiment interloqué. Donc, Ophélie Beau quitte le Festival de Cannes. Le lendemain, elle n'est pas présente pendant la conférence de presse. On ne reverra plus l'actrice pendant plusieurs mois. Peu à peu, les langues se délient. Elle a accepté de tourner cette scène après une certaine insistance du réalisateur. L'alcool aurait beaucoup coulé à flot sur le tournage pour que les acteurs soient désinhibés. La scène n'aurait jamais dû apparaître à l'écran parce qu'il n'y a eu, a priori, aucun consentement de l'actrice. Ah oui, c'est 9 mois plus tard, on ne l'a pas entendu parler pendant 9 mois. Ophélie Beau, elle a disparu complètement. 9 mois plus tard, Ophélie Beau revient enfin là-dessus et prend la parole très courtement dans Click. C'était quoi cette histoire à Cannes? J'ai envie qu'on comprenne. C'était une histoire de contrat pas respecté. Vous êtes parti au moment de la première? En fait, j'ai pas voulu assister à la projection parce que j'étais pas d'accord avec ce qui allait être projeté. Enfin, pas dans l'intégralité. Donc, j'ai pas voulu assister. Voilà. C'est très évasif. On n'en saura pas plus. Le film est aujourd'hui resté aux oubliettes, avec peu de chances qu'il sorte un jour au cinéma. Et je tiens à dire que cette actrice, c'est une actrice qui est incroyable. Enfin, moi, si vous regardez Mektoub My Love, le premier, elle a été nommée pour meilleur espoir féminin. Alors, nommée, elle n'a pas reçu, mais voilà. C'est une actrice incroyable et ça me fait chier pour elle, vraiment. Parce que, voilà. Ophélie Beau, je te souhaite que du bonheur. Je vous ai parlé de quelques films sur les 40 dernières années du festival. Sachez qu'on en est aujourd'hui à la 85e version. Des scandales, il y en a eu d'autres. Et ils se passent d'ailleurs pas tous à l'écran. On peut penser à Mai 68, où des cinéastes comme Godard ou Truffaut décident d'interrompre l'événement en soutien aux grévistes. Assemblée d'information et d'action du cinéma français. Rassemblant le 17 mai 1968 plus de 1000 professionnels réunis à l'École nationale de photographie et de cinématographie de la rue Vaugirard, investi par ses élèves depuis le 15 mai 1968, demande à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers et par les moyens qui leur sont propres à la continuation du festival afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et étudiants en grève, de protester contre la répression policière et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir police et les structures actuelles de l'industrie cinématographique.
Cette phrase est très longue. Voilà, bon, suite à ça, donc, des écrans sont démontés, le festival s'interrompt et la quinzaine des réalisateurs est créée afin de concurrencer le festival, qui maintenant fait partie du festival. Voilà, 1968. On peut également penser au sein de Sophie Marceau, échappé lors d'un passage sur le tapis rouge. Il est où le sein de Sophie Marceau? Non. Il est là. Ou la montée des marches de Julia Roberts en 2016 sans talons. Signe de protestation. En effet, l'année précédente, on parlait de tenue correcte exigée. Un groupe de femmes s'était vu refuser l'accès parce qu'elles ne portaient pas de talons hauts. Et on ne dit pas non à Julia Roberts. Compliqué. Voilà. Plus récemment, on peut penser au débat sur la parité homme-femme. Aujourd'hui, le jury est composé de 5 femmes et 5 hommes. Une vraie avancée qui date de 2018. La photo montre Kate Blanchett ici, entourée de 84 femmes afin de revendiquer la parité et l'absence des femmes au cinéma. Enfin, plus récemment, et on en avait déjà parlé dans l'émission, on peut penser à l'équipe d'Un Petit Truc en Plus qui a mis en lumière l'inaccessibilité du festival aux personnes handicapées, rien que ça. Voilà. Alors, pourquoi tant de scandales? On dit des scandaux? Bien. Plus qu'un festival de cinéma, le Festival de Cannes est un lieu où se rencontrent culture, politique et société. Les cinéastes, les acteurs et autres artistes de notre temps profitent de ce moment suspendu pour exprimer leur art, leur interrogation, leurs ressentis et leur point de vue sur le monde et la société. Les films présentés dérangent ou interrogent, pour le meilleur et pour le pire, parfois avec douceur, d'autres fois avec violence et parfois même avec mauvais goût. Mais finalement, n'est-ce pas à ça que ça sert l'art, et ce depuis la nuit des temps? Et finalement, le Festival de Cannes, à travers ses divers scandales, nous rappelle que le cinéma est un art à part entière. Tout à fait. Merci beaucoup. Bravo. Ouais, bravo, très bien. J'en ai fini, je vais me coucher. Alors, bonne nuit Sylvain, mais restez bien là, parce qu'il est venu. Le temps on vous l'a préparé. Le Tartiverse. Le Tarantiverse. Le Tarantiverse. Let's go. Le Tarantiverse. Deuxième partie. Alors on y va. Alors du coup on s'était arrêté tout à l'heure, donc du coup à Pulp Fiction et puis ce qu'il y avait dans Pulp Fiction. Maintenant on va continuer avec un autre film justement qui n'est pas de Tarantino, qui est de l'alter ego de Tarantino, l'alter ego Fajita, qui s'appelle donc, pardon, on va la couper celle-là. donc l'alter ego de Tarantino qui on la coupera pas. Hein. Qui s'appelle Robert Rodriguez. Robert Rodriguez qui a réalisé donc Une nuit en enfer, film extraordinaire, monstrueux dans tous les sens du terme. Oui. Il a été écrit donc par les deux réalisateurs, donc Tarantino et Robert Rodriguez. Et Tarantino d'ailleurs joue un des rôles principaux aux côtés d'un George Clooney extraordinaire. Les aventures des frères Gecko sont liées à Kill Bill, à Boulevard de la Mort et à Planète Terreur. Bim. Pourquoi? Par qui? Par quoi? Comment? Tout simplement par le comédien Michael Parks, qui incarne le fameux shérif Earl McGraw, qu'on retrouve du coup dans tous ces films que je viens de citer. Normalement, il doit y avoir une photo de Michael Parks avec Earl McGraw. Et donc dans les films précédemment cités, donc il doit y avoir normalement. Voilà lui. Alors du coup lui, Earl McGraw. Donc on le retrouve donc oui, c'est lui. Bah oui, donc à gauche, et c'est toujours il fait toujours le même personnage. Ça je le savais, ouais. Alors, c'est vrai. dans les films qui font partie de l'univers cinématographique. Oui, voilà, tout ça, tout le temps. Dans Une nuit en enfer, c'est le shérif qui se fait buter au début par justement les frères Gecko. Ensuite, on le voit apparaître dans Kill Bill. Parce que c'est lui qui trouve la mariée dans Kill Bill. On le voit apparaître dans Boulevard de la Mort tout d'abord. Donc dans Boulevard de la Mort, on le voit. Enfin, on va dire que Planète Terreur est avant Boulevard de la Mort dans le Grindhouse. Mais donc concrètement, il apparaît également dans Boulevard de la Mort et il fait toujours le même. Earl McGraw. C'est lui qui a ma réplique préférée de tous les temps. Bah vas-y, je te laisse la donner. Un grand pouvoir. Non, c'est ma deuxième, ça. Merci, ça, c'est ma deuxième. Mais non, cet intermède. J'avais pu sentir ce mec-là, presque aussi inutile que la bite d'un curé. Voilà, c'est ça. Voilà. donc du coup, en fait, lui, il est shérif dans tous ces films-là de Tarantino et de Robert Rodriguez aussi, du coup. La chaîne de restauration, enfin aussi, Big Kahuna Burger. Oui, j'ai trop envie d'en manger. J'étais déçu d'apprendre que ça n'existait pas. Elle n'existe pas. Mais oui, mais j'étais trop déçu. Et du coup, dans Une nuit en enfer,
quand justement George Clooney ramène des burgers à son frère qui était censé garder l'otage là, et qu'en fait il a massacré l'otage, en fait il ramène des Big Kahuna Burgers. Big Kahuna Burger, on le retrouve évidemment dans Union d'Enfer, dans Pulp Fiction, dans Reservoir Dogs, elle est mentionnée dans Boulevard de la Mort. C'est un peu en clair l'équivalent de Pizza Planet, mais à la sauce Tarantino, quoi. Voilà. Ensuite, Jackie Brown. Alors, Jackie Brown, c'est, on va dire, le film le moins connecté de l'univers Quentin Tarantino, parce que c'est le seul film qui est une adaptation d'un roman, et ça sort pas du tout du cerveau de Tarantino. D'accord. Donc, du coup, c'est daté d'un roman de Elmore Leonard. On peut cependant remarquer quelques discrets easter eggs. Par exemple, l'héroïne du film, elle mange chez Teriyaki Donuts. C'est une chaîne de restauration qu'on peut aussi apercevoir dans Pulp Fiction. Teriyaki Donut. De même, la voiture de la protagoniste, Jackie Brown, c'est une Honda Civic grise. Oh bah tiens, c'est la même que celle que Butch éclate dans Pulp Fiction, et c'est la même également qu'on voit dans Kill Bill Volume 2 qui est garée devant le club de striptease où travaille Bud. C'est pas la bagnole de Quentin Tarantino? Non, c'est pas la bagnole de Quentin Tarantino. Il y en a une autre, par contre, il y a une histoire avec une bagnole de Tarantino. Kill Bill. Oui. Alors j'allais dire ici pas grand chose, mais en fait tellement. Là, ouais. On peut cependant, alors on va citer la marque évidemment de cigarettes Red Apple. Merci. Qui est évidemment présente dans tous les films quasiment de Quentin Tarantino, que ce soit d'ailleurs l'univers cinématographique ou l'univers réel. Ça, c'est le truc c'est un truc qui voiage entre les dimensions, si tu veux, Red Apple. Normalement, j'avais ce qu'on a dans la vraie vie, on voit bien nos cigarettes de la vraie vie au cinéma. Donc dans Kill Bill, dans Pulp Fiction, Inglourious Basterds aussi d'ailleurs, et encore dans Once Upon a Time in Hollywood, et même dans Les 8 salopards. Parce qu'à un moment donné, ouais, parce que oui, je crois, parce que dans la l'ancienne. voix off qui est Tarantino d'ailleurs, il dit que Bob là, enfin le Mexicain, il se roule une cigarette de manzana roja, donc de Red Apple. Ensuite, donc voilà, la fameuse marque de cigarette Red Apple. Ah oui, il y a une autre chose dans Kill Bill. Il y a une autre chose dans Kill Bill qui connecte avec un autre film qui est Django Unchained, parce que Uma Thurman se fait enterrer dans Kill Bill Volume 2 dans la tombe de Paula Schultz, qui est morte donc en 1898. C'est incroyable. Elle est l'épouse du docteur King Schultz. Oh là là. Donc le personnage de Christophe Waltz dans Django Unchained. Ça, je savais pas. Il y a plein de trucs que je sais. Incroyable. Donc ça, c'est assez génial, quoi. Boulevard de la mort. Mais qu'est-ce que j'aime ce film, Boulevard de la mort. Si vous savez à quel point j'aime ce film. Il y a de la chartreuse dedans. Alors déjà, il y a la chartreuse. Il y a surtout une scène de la Chartreuse. Alors que lorsque les personnages donc de la deuxième partie du film vont récupérer Zoé Bell, donc qui joue son propre rôle, donc qui est cascadeuse, à l'aéroport, on découvre que Zoé Bell a emprunté la compagnie RO. Et RO, c'est la compagnie que prend la mariée dans Kill Bill Volume 1. Dans Kill Bill Volume 1. Ah, alors, on y va. Donc, et puis oui, on retrouve également dans Boulevard de la Mort, comme je disais, le bon vieux shérif incarné par Earl Magro. Inglourious Basterds. Le lieutenant incarné par... c'était la photo, justement. Le lieutenant incarné par Michael Fassbender, il s'appelle Archie Hickox. Et il se trouve que dans Les 8 salopards, l'un des méchants s'appelle Pete Hickox Langley. C'est celui qui est joué par Tim Roth. Ouais. Et du coup, ils sont descendants. Donc, du coup, mais c'est ouf. Voilà, donc ils sont descendants. En fait, il n'y a que 30 personnes sur Terre. C'est ouf. Sur l'autre truc, mais normalement, il y avait la photo justement. Donc joué par Michael. Alors, je crois qu'il existe. Il faut le trouver. Complètement. On retrouvera la photo dans le. Non, mais t'inquiète pas. Voilà. T'as pas besoin de le dire, ce sera bon. Ok. Django Unchained. Le capitaine Kuntz dans Pulp Fiction qui raconte la magnifique histoire de la montre qui s'est mis dans le cul, joué par Christopher Walken, extraordinaire. Donc, il s'appelle donc le capitaine Kuntz. C'est un descendant de Crazy Craig Coons qui fait partie du gang de Smithy Buckle, et c'est le gang justement que Django tue avec le Dr Schultz à un moment donné. Donc ça fait partie, et pareil, normalement j'ai une photo où c'est bien marqué Crazy Craig Coons sur le mandat d'arrêt, voilà, et du coup et aussi la tronche à monsieur, voilà, donc lui, donc c'est Crazy Craig Coons, c'est son descendant. Dans ce même gang d'ailleurs, y a un type qui s'exclame, alors en anglais c'est Ain't no nigga gonna kill Maynard, ça veut dire c'est pas un noir qui va tuer Maynard,
Et c'est un ancêtre, cette personne, du pauvre pote de Z, qui s'appelle Maynard aussi. Donc c'est son nom de famille, Maynard. Et donc c'est un ancêtre aussi. Mais là, de ce c'est trop pote-là. gros. Ah non, mais si, c'est vraiment. C'est trop. C'est trop gros parce qu'on t'en dit trop d'un coup. C'est Voilà. trop. Mais Ah quand, non, mais quand si, t'es au cinéma voilà. et que tu dis Donc ah là. putain mais je connais ce nom-là. Tu vois. Et là, on va finir en apothéose parce que Once Upon a Time in Hollywood, oh my god! Ah bah, Once Upon a Time in Hollywood, c'est un film où il se met des références à des trucs qui sont réellement passés, parce que je rappelle que ça a comme colonne vertébrale l'histoire tragique de Sharon Tate qui s'est fait assassiner par le gang de Manson. Mais également, il se fait référence à lui-même dans ses autres œuvres, alors qu'il est censé être dans le monde réel. Alors c'est très très drôle. Donc lorsque Cliff et Eric ils rentrent d'Italie, par exemple, ils passent devant une mosaïque bleue dans l'aéroport. Ouais. Et c'est la même mosaïque que celle devant laquelle Jackie Brown marche à l'ouverture du film. Donc c'est exactement la même. Les cigarettes Red Apple sont aussi présentes. Et l'un des films dans lequel joue le personnage de DiCaprio, à un moment donné, quand on voit tout ce que DiCaprio a fait, le personnage de DiCaprio a fait, et en Italie justement, et c'est réalisé par Antonio Margheriti. Et Antonio Margheriti, c'est l'un des noms des bâtards. Glorious Bastard. À la fin d'Inglourious Basterds, quand ils infiltrent la fête naziste, il dit Antonio Margheriti. Donc il se cite lui-même dedans, c'est assez dingue. La BD que lit Cliff Booth. Oui, mais là, c'est un personnage inventé, Antonio Margheriti. C'est ça qui est génial, alors que c'est un réalisateur qui. Tu vois, la BD que lit Cliff Booth dans sa caravane. Donc voilà. Et ça fait partie des BD que vend le protagoniste de True Romance, joué par Christian Slater. Christian Slater. Évidemment, le plus évident dans Once Upon a Time in Hollywood, le personnage joué par Kurt Russell. Kurt Russell joue un cascadeur, rôle qui tient dans Boulevard de la Mort. C'est vrai. Et on peut voir également Zoé Bell, qui joue la femme de Kurt Russell dans Once Upon a Time in Hollywood, qui est aussi cascadeuse. Et il se trouve qu'elle a aussi été du coup cascadeuse dans Boulevard de la Mort de la même manière. Donc il y a plein de petits easter eggs comme ça. Et puis là on va arrêter là, mais il y a énormément en fait de trucs qui font que Tarantino s'autocite dans les films. Moi je dis heureusement qu'il a fait que 10 films. Heureusement qu'il a fait que 9 films. Que 9 films et il va en faire 10. Et qu'il va en faire un 10e et d'ailleurs il a dit à tout le monde que ça allait être son dernier. Est-ce qu'il s'y tiendra? Parce qu'on a un autre, on a un Français qui avait dit ça et qui continue. Alors après, évidemment, j'ai passé en revue les films de Tarantino, mais dans tous les films de Robert Rodriguez, Tarantino est présent. Il a réalisé une scène dans Sin City, dans Desperado, il joue dans Desperado. Il a été directeur de la photographie sur Desperado, Quentin Tarantino. Il a été directeur de la photographie de son propre film Boulevard de la Mort, bien sûr. Robert Rodriguez a écrit la musique aussi, des petites parties musicales des films de Tarantino aussi. À l'inverse, Quentin Tarantino écrit de la musique également parce qu'il a écrit une des chansons de Desperado 2. Enfin bref. J'ai l'impression de voir un petit singe que t'as trop remonté. Ça n'arrive plus. Enfin bref. Je propose que je te mette en fin d'émission dans le podcast. Il y a quand même un truc dont t'as pas parlé, j'aimerais que t'en parles. Vas-y. Les pieds. Ah oui, alors oui, c'est vrai que les pieds chez Tarantino. T'es pas sympa. Non. Après, t'es là, Mathias, quand tu fais l'émission. Vous regarderez, il y a des très belles vidéos qui parlent de ça. Des pieds. Tarantino a une petite fixette sur les pieds. Voilà. Et c'est pas un problème. Ok, on voit de quel bord je suis. On finit l'émission là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Adrien. Et Merci, je suis Adrien. très heureux d'avoir attendu ta chronique pour pouvoir supplie. apprendre tout ça et c'est passionnant. Honnêtement, j'aimais déjà beaucoup l'univers de Tarantino et là je suis excité. J'ai envie de revoir les films de tout revoir. Tarantino. Pareil. Vous allez voir des trucs de malade. C'est Recréer des synapses. La suite. Sans transition, le quiz très con. Faut qu'on buzz. Est-ce qu'il faut qu'on buzz? Oui, il faut qu'on buzz. Est-ce qu'il faut qu'on buzz? Et oui, cette fois-ci, pas un quiz des tréfonds parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Ça tombe très bien d'ailleurs. Et donc c'est un quiz très con. Oui. Donc je vais peut-être le gagner celui-là. Aucune vidéo, aucune image, aucune musique en réponse. C'est juste des questions très très cons. La réponse, c'est soit la pulpe, la fiction ou pulpe fiction. Ok. D'accord, allez c'est parti. Allez, 10 questions. La réponse. Question. Et on y va. Vous êtes prêts? Ça reste en bas si on secoue pas. La pulpe. La pulpe. La pulpe, c'est pour Fred. Ça a été produit par Harvey Weinstein. Pulp Fiction. Pulp Fiction, c'est pour Adrien. C'est un monde où Harvey Weinstein est un mec bien. Une fiction. Fiction. Il est trop rapide. C'est la même chose que les fautements pour les dyslexiques. La pulpe. Non.
La fiction. Bah oui, la fiction. La fiction. Moi, je gagne que quand les autres. C'est comme les frottements pour les dyslexiques. Comme les quoi? Les frottements. Ah ouais, pardon. Mais quoi On met des frottements. Ah, les frottements, là. Putain. La friction. Oh merde. Allez, on y va. J'ai même pas entendu ce que t'as Moi, j'avais pas compris la question. Possiblement, J'ai bien déduit. sûr. Partie du fruit qui contient également des fibres qui peuvent aider à la réguler la digestion. La pulpe. La pulpe. Très bien, c'est pour Sylvain. Partie imaginée d'un récit. Fiction. La fiction, c'est pour Sylvain. J'étais prêt normalement. Hein. Ouais, c'est limite. Ah, je crois que j'ai appuyé avant. Bah Là. alors, appuyez, après je donne, Ouais, après, je donne ok. la main. D'accord, attention, parce qu'on est sur la fin et c'est très serré. C'est une partie de la dent. La pulpe. La pulpe. Pour Ouais, Fred. j'aurais dit la Fred. fiction, moi. Partie de jambes en l'air non consentante. Fiction? Non, je sais pas. Pulp Fiction. Pourquoi Bah oui, plus c'est Pulp Fiction. Ah bah oui. Bah oui, bah vous avez vu Bah Pulp oui. Fiction? Oui, il y a une Oui, partie de bah jambes en oui. l'air non consentante. Eh hein, oui. Je sais pas si elles sont en l'air, elles sont plutôt Elles en sont bas. plutôt. Ouais, c'est dégueulasse. C'est On vrai. y va. Bah, je sais pas, moi. Ah, on a la question et c'est très serré. C'est une sorte de mollusque pour les dyslexiques. La pulpe. La poulpe, ouais. C'est une sorte de mollusque. Putain, c'est comme le dromadaire à deux bosses. Daniel a pour but de divertir. Une fiction. Je prenais les deux, je prenais fiction et Pulp Fiction. 3 points pour Sylvain, 3 points pour Adrien. C'est 4 points pour Fred. Oh putain. Est-ce que t'as la haine? Parce que t'étais bien parti. Non, moi je suis fatigué là, donc. Non, mais vu que c'est un quiz très con, j'étais Eh ben sûr merci de gagner. Mathias. Mais de rien. Merci, Mathias. Ce quiz très con. Sans transition, l'image du mois. Olé. Lumière divine. Sylvain, est-ce que t'es prêt? Eh C'est ben, à toi. je suis prêt. C'est Je l'image suis du mois. tellement prêt que c'est pas moi qui vais faire l'image de moi cette fois-ci, c'est Adrien. Eh ouais. Allez, Adrien. Alors l'image du mois, c'est évidemment l'Oscar du meilleur film qui a été décerné, à un film qui s'appelle Anora, un film donc du coup de Sean Baker. Alors ce film, il est, enfin Tu lis totalement l'affiche. Hein. Oui, non, mais je sais. T'avais oublié Mais son en fait, nom, c'est hein. surtout que il y a des records là-dedans. Donc C'est quoi Sean Baker, le réalisateur du film, détient un record qui n'était pas égalé jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le film a eu 5 Oscars. Donc il y a eu meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur montage et meilleure actrice. C'est énorme. Donc pour Mickey Madison. Donc c'est des Oscars majeurs, c'est ça? C'est les Oscars majeurs. Donc 4 des 5. Là, c'est là où il y a le record. C'est qu'en fait, la plupart du temps, aux États-Unis, c'est quand l'Oscar du meilleur film il est décerné au producteur, pas du tout au réalisateur. L'Oscar du meilleur réalisateur au réalisateur, jusqu'à là tout va bien. Du meilleur scénario original au scénariste. Tout va Et bien. du meilleur montage au monteur. Oui. Et ben, il se trouve que ce film, les 4 Postes. donc on a dit les 4 postes sont occupés par la même personne qui est Sean Baker. C'est incroyable. Donc ça veut dire que le mec, pour 4 de ses 5 Oscars, il est monté lui-même récupérer la statuette qui était pour lui. Donc parce qu'il est producteur, réalisateur, scénariste et monteur. Tout seul. Donc le mec tout seul, il a gagné 4 Oscars. C'est jamais arrivé dans l'histoire des Oscars. C'est Donc, beaucoup Sean plus Baker- qu'Ennio Morricone. Il fait plus quoi. Et voilà, donc, et puis pour rajouter une autre chose sur l'image du mois, et ça tombe très bien parce qu'on a fait un film de Quentin Tarantino, il se trouve que Mickey Madison, qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice, a joué dans un film de Quentin Tarantino et pas des moindres. Non. Parce qu'elle a joué Putain, le dans... Tarantiverse ne s'arrête Voilà. jamais. Elle a joué dans Once Upon a Time in Hollywood et elle fait elle fait partie du gang donc de Manson. Et c'est celle qui se fait cramer par le lance-flamme dans la piscine Ah, par c'est Leonardo elle. DiCaprio à la fin. C'est elle. Et c'est grâce à Mickey Madison que après, à Quentin Tarantino du coup, que Mickey Madison a été reconnu. Ok. Et en fait, dans cette séquence-là, en fait, il y a plein d'actrices qui ont percé parce qu'il y a elle donc qui a tourné donc sous l'égide de Quentin Tarantino et dans la voiture aussi au début de la séquence avec le gang de Manson, il y a une autre jeune fille qui est là. Oui, qui est super connue. Qui est super connue Je crois maintenant, qu'elle est- oui, parce oui. qu'à l'époque, elle commençait à peine à tourner Stranger Things, mais on va dire qu'à l'époque, cette fille est connue parce que il se trouve que c'est la fille de Matt Herman qui est aussi dans la voiture, je vous laisserai revoir. Et Mais tout. non. Donc oui, bien sûr. Et Ok. donc c'est la fille de Matt Herman Et de- Desan Hawk. et Desan Hawk qui s'appelle Maya Hawk et qui est dans la voiture au début de cette séquence aussi. Donc grâce à ça, donc Mickey Madison, elle a été connue, elle a été donc prise par Sean Baker pour faire ce film qui apparemment est un super film. Ouais. Je ne l'ai pas On vu. l'a pas vu. ouais. On espère un jour le voir quand même, ça peut être sympa. Elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice.
Et très honnêtement, Tarantino était dans la salle quand elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Et c'est quand même assez dingue de voir qu'il était quand même très très fier que ce soit elle qui gagne cet Oscar. Surtout qu'il a remis un Oscar juste avant à Sean Baker, l'Oscar du meilleur scénario. Et le film a eu la Palme d'Or aussi. Et le film a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes également. Pas mal. Voilà. Pas mal. Voilà, je pense que le mec il peut raccrocher sa carrière, c'est fini. Allez, c'est bon. Anora, un film à voir quand il y a de la pluie. On finit cette émission. Il faut finir cette parce que je émission. pense qu'on est épuisé. Merci à vous. N'hésitez pas à suivre les retours jeudi sur les réseaux sociaux, Instagram, Faites ça, Instagram notamment. Faites des bisous, mettez des pouces, Faites donc ça. Des pouces, des cœurs, des commentaires. L'émission des retours du jeudi, c'est tous les premiers jeudis du mois sur YouTube et tous les troisièmes jeudis du mois sur toutes les plateformes de podcast. Merci infiniment à la régie qui a sué sang et eau ce soir. Merci à Anne-Laure, et à Sam. Merci à vous trois pour cette charmante soirée. On se retrouve le mois prochain, le 3 avril, pour un film génial. L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Pour ceux qui aiment les animaux, allez-y. Je suis impatience. C'est ça. Merci à vous, bonne soirée et au mois prochain.